Salut, ici Corbac. Je voulais parler du sujet qui défraie la chronique là depuis quelques jours, de l'affaire Léo Grasset. Parce que je fais partie des personnes qui apprécient énormément sa chaîne YouTube, donc la chaîne Dirty Biology. Et j'ai été extrêmement surprise et déçue par l'article qui a été publié par Mediapart et qui révèle des attitudes sexistes, une agression sexuelle. Donc je vous préviens, ça va être à mon avis un bon gros trigger pour certaines personnes. Si ces sujets sont sensibles pour vous, ne regardez pas. Passez à autre chose. Protégez-vous aussi un peu, parce que c'est un sujet très compliqué. Mais voilà, c'est un sujet là qui est assez chargé parce que je pense que Léo Grasset était quelqu'un d'extrêmement apprécié. En tout cas, est apprécié et que voilà, ce qu'a révélé Mediapart, bah, je pense que on est beaucoup à être sur le cul et à se dire, en tout cas moi en tant que femme, à me dire que putain, mais tu sais jamais, tu peux jamais savoir, tu peux jamais être sûr d'une personne et il avait l'air sympa, tu vois. Il avait l'air sympa, il avait l'air sécure, il avait l'air ouvert d'esprit, tu vois, plutôt sympa. Et bah, apparemment non. Donc du coup, je pense qu'il faut parler de ce qui se passe et pas trop garder ça. Enfin, vu comment c'est parti, ça va beaucoup parler. J'espère que. Alors, je sais qu'on va parler de la présomption d'innocence. Donc en effet, la présomption d'innocence existe. Donc pour l'instant, je crois pas qu'il y ait une notion qui est une plainte déposée. En tout cas, j'ai pas vu passer qu'il y avait une plainte déposée et que du coup il allait affaire à la justice. Donc pour l'instant, il n'est pas condamné. Donc en effet, il est présumé innocent. Mais en tout cas, ce qui est présenté dans l'article de Mediapart est extrêmement inquiétant. Inquiétant. Et c'est important de relayer la parole des victimes. Donc bravo à Mediapart d'avoir fait ça. Parce que clairement, c'est un sujet important et c'est important de relayer leur parole en espérant qu'il va quand même faire face à la justice. Et j'espère que ça va arriver. Commençons. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, retour sur une enquête de Mediapart signée Lénaïque Bredou et Sophie Boutboul. Bonsoir Lénaïque, tu es avec nous. Vous publiez sur Mediapart une enquête sur un vulgarisateur scientifique très connu sur YouTube. Son nom c'est Léo Grasset. Sa chaîne s'appelle Dirty Biology. Plusieurs femmes vidéastes que vous avez rencontrées, Lénaïque avec Sophie, affirment avoir subi des violences psychologiques ou sexuelles et avoir constaté de sa part un comportement jugé problématique avec les femmes. Nous écouterons leurs témoignages. Léo Grasset ni ses avocats n'ont souhaité s'exprimer. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Donc Léo Grasset, il a fait un communiqué et je vais vous le lire. J'ai pris connaissance aujourd'hui du contenu d'un article publié à mon sujet par Mediapart. Je conteste totalement les accusations relayées à mon encontre. J'ai toujours été attentif au respect du consentement de l'ensemble de mes partenaires. Bien que résolument favorable au mouvement de libération de la parole, je fais toutefois le choix de m'abstenir de tout commentaire supplémentaire à ce stade sur les conseils de mes avocats. Ça, c'est assez évident, je pense. Je me tiens à l'entière disposition de l'autorité judiciaire si elle estimait nécessaire d'ouvrir une enquête et m'en saisirait au besoin pour me défendre contre ces allégations. Je charge mes avocats, maître Camille Loyer et Fares Edel, pas comment ça se dit, de réagir en cas d'atteinte à mon droit à la présomption d'innocence ou de tout propos injurieux ou diffamatoire à mon égard. Le moment venu, j'espère pouvoir répondre sincèrement à tout cela. Donc ça, c'est ce qu'il a publié le 23 juin. Lénaïque, comme vous le révélez sur Mediapart avec Sophie Boutboul, plusieurs femmes que vous avez rencontrées durant une longue enquête l'accusent de violences sexuelles, psychologiques et de comportements problématiques avec les femmes. La plupart sont elles-mêmes vidéastes. Oui, en fait, pendant plusieurs mois, Mediapart a recueilli le récit de 8 femmes au total qui mettent en cause Léo Grasset à des degrés extrêmement divers, dans des cadres différents, des relations intimes ou dans le cadre professionnel. Parmi ces récits que nous avons recueillis avec Sophie
Boutboul, il y a celui de Lisa, qui est elle aussi youtubeuse, une youtubeuse à succès, et qui a choisi de rester anonyme. Elle raconte ce qu'elle qualifie de viol. Il aurait eu lieu en 2016. Nous allons entendre son témoignage, mais nous avons aussi enquêté bien au-delà sur l'histoire de Lisa elle-même, mais aussi sur d'autres situations. Nous avons notamment recueilli le récit de 6 femmes qui évoquent auprès de Mediapart ce qu'elles qualifient de violence psychologique, de comportements toxiques dans le cadre d'une relation intime ou conjugale, des relations qui ont pu durer plusieurs années ou plusieurs mois selon les cas. Et une dernière rapporte des injures à caractère sexiste au travail lors d'un tournage du Vortex, justement. Et comme nous le faisons toujours, dans ce type d'enquête, nous avons interrogé de nombreux témoins, dans ce cas des vidéastes pour l'essentiel, qui racontent le petit monde de YouTube, le petit monde de la vulgarisation sur YouTube qui a aussi... Je pense qu'on peut étendre ça à beaucoup de communautés. Je pense que c'est pas juste la communauté de la vulgarisation. Je pense que chaque communauté a ses dossiers, en fait. J'ai l'impression que c'est inévitable. C'est horrible à dire, mais j'ai l'impression que c'est inévitable. Dans le monde de YouTube, t'as forcément dans chaque communauté, t'as des histoires glauques. T'as des histoires horribles comme ça. Enfin, j'ai l'impression que tu peux pas y échapper, quoi. Qui est aussi, comme beaucoup d'autres malheureusement, traversée par le sexisme et les relations de pouvoir. Alors, pour cette enquête... J'apprécie le fait qu'elle ait parlé des relations de pouvoir, parce que souvent, on le passe un peu sous silence. On va surtout parler des violences sexistes, mais les relations de pouvoir, c'est quand même un gros sujet dans les violences comme ça. Vous avez bien sûr sollicité Léo Grasset avant la parution. Ni lui, ni ses avocats n'ont souhaité répondre. Oui, nous avons bien sûr essayé, comme nous le faisons toujours, car c'est très important, de joindre Léo Grasset. Il nous a répondu quand on l'a contacté il y a près d'une semaine. Il a d'abord accepté le principe d'un entretien écrit et vidéo, et puis il nous a ensuite indiqué, comme c'est son droit, avoir changé d'avis après avoir consulté ses avocats. Ceci nous... Ouais, je pense que c'est dangereux de... C'est pas pour le protéger, mais d'un point de vue légal, c'est dangereux d'accorder des entretiens, que ce soit écrits ou vidéo, dans ce genre de truc où tu peux vite te dire des informations qui te portent préjudice et compagnie. Donc d'un point de vue légal, oui, c'est plus judicieux qu'ils ne disent rien. C'est chiant, mais d'un point de vue légal, c'est logique. Ont indiqué formellement, nous ne souhaitons pas répondre aux sollicitations de la presse, Monsieur Grasset se tenant à disposition de l'autorité judiciaire dans l'hypothèse où celle-ci était saisie de ces allégations. Nous ont donc écrit Camille Loyer et Fares Adel. Nous leur avons malgré tout adressé des questions, mais ils ont confirmé leur choix, celui de leurs clients qui ne souhaitaient donc pas donner suite à notre demande. Et précisons une dernière chose importante, aucune plainte à notre connaissance n'a à ce jour été déposée visant Léo Grasset. On va bien... Je peux comprendre. C'est dur de porter plainte, de faire face à l'écrasant mécanisme judiciaire. Je peux comprendre que ce soit difficile. J'aimerais, bien sûr, dans le meilleur des mondes, qu'au moins une des victimes porte plainte. Après, c'est quelque chose d'extrêmement dur à faire et le système judiciaire est quelque chose d'extrêmement difficile à affronter, à supporter, répéter 36 000 fois les choses face à des policiers. Forcément, il va y avoir des questions très intimes. Enfin, c'est extrêmement dur. Donc je suis pas étonnée. J'aimerais en effet qu'il y ait une plainte et qu'il fasse face à la justice. Mais il faut pas blâmer les femmes qui ne portent pas plainte. C'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit psychologiques, financières aussi. Pas oublier que ça peut coûter très cher. Extrêmement cher, malheureusement. Mais porter plainte pour des violences sexuelles ou psychologiques, c'est faire face à un rouage qui est très dur. Et voilà qui s'installe sur le plateau. Bonjour Manon Bril, vous êtes docteur en histoire, vous animez sur YouTube la chaîne de vulgarisation. C'est une autre histoire. Voilà, on voit cette chaîne s'afficher
Clotilde Chamussy, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue de formation et vous produisez Passé sauvage. C'est une chaîne de vulgarisation autour de l'archéologie, de l'anthropologie et de l'histoire. Marine Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes très active, vous, sur YouTube, mais aussi sur Twitch. Et vous êtes plus connue sur le nom de Marinette. À toutes les trois, vous êtes là en tant que témoins. Et aussi parce que vous décrivez dans cette enquête avoir vécu une forme d'emprise, voire de violence psychologique de la part de Léo Grasset, selon des contextes divers. Avant de vous entendre, on va partir, si vous voulez bien, du point de départ de cette enquête et qui explique votre présence aussi ce soir. C'est le témoignage d'une femme qui s'appelle Lisa. Alors Lisa, c'est une vidéaste connue sur YouTube. Elle souhaite conserver l'anonymat. Lisa a rencontré Léo Grasset pour la première fois en 2014. À l'époque, elle a à peine 18 ans, elle lance sa chaîne YouTube. Et puis, selon son récit, elle va le revoir en 2016. Leur relation, à ce moment-là, évolue. On a commencé à entretenir une relation à nouveau, plus continue, où on alternait entre on se voit, on passe des super moments ensemble, et on se voit pas, et j'ai plus de nouvelles du tout. Quand on n'était que tous les deux dans la sphère intime, dans le cadre privé, il était tout mielleux. Il me disait en fait toutes les choses que j'avais besoin d'entendre pour être rassuré et pour rester et pour continuer. Mais dès qu'il n'était plus là, c'était l'inverse. J'ai un souvenir dans une conversation où on discutait d'envoyer un document et j'ai demandé est-ce que je peux lire ce document-là, c'était pour du travail. Et il m'avait répondu devant tout le monde, hein, cette phrase de je sais pas si je peux te l'envoyer parce que y a pas d'image, tu saurais pas le lire. C'était que des humiliations, et puis toujours sur le ton de la blague, donc hyper difficile à appréhender. J'étais jeune, j'avais 18 ans, je ne savais pas comment me positionner, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment réagir, et j'étais amoureuse de lui. Donc, tous ces chauds-froids, tous ces hauts et tous ces bas, j'étais sous tension, et j'étais sous emprise, mais vraiment à fond. Et je commençais à en souffrir. Ouais, ça a l'air d'être une relation. Ouais. Elle parle de chaud-froid, c'est intéressant parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne. C'est t'as une personne qui va te faire du love bombing, en gros, qui va te dire, qui va te dire tout ce que t'as envie d'entendre, à quel point t'aimes, que tu es merveilleuse, que tu es géniale, que tu es la femme de sa vie, que machin. Il va tout te dire. Il va tout te dire. Bien sûr, tu vois, on y croit. Quand t'es amoureuse, t'y crois à fond. Tu te dis, mais ouais, le mec, il m'aime, c'est génial. Il te dit les mots magiques, quoi. Et quand t'es amoureuse, t'as pas ce recul. Et surtout dans les débuts de relation. C'est même pas une question d'être amoureuse ou pas. C'est une question, en début de relation, tu es dans le c'est parfait, c'est génial. Tu vois pas les signaux d'alerte. C'est toujours facile de dire, ouais, mais là, il devait avoir des red flags, enfin voilà, quoi, il devait avoir quand même des trucs chelous. Tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte parce que la personne est géniale. La personne te dit, comme elle le dit, elle te dit exactement ce que tu veux entendre. Les trucs qui te rassurent. Et ça, c'est les moments chauds, tu vois, c'est les moments où t'es en mode, c'est génial, tu vois, je me sens vue, je me sens entendue, je me sens soutenue, enfin... C'est ce genre de situation. Et puis, t'as les moments où t'as les grandes distances de froid, et du coup, t'es dans cette espèce de... mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me parle plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, tu vas te dire que c'est ta faute à toi. Tu vas jamais te dire, attends, pourquoi le mec, il est aussi con? Ça, tu vas te le dire après. Une fois que t'es sorti un peu de ce moment c'est génial, c'est le début de la relation... Tu dis non, mais de toute façon, c'est passager, c'est temporaire, c'est peut-être que juste à ce moment-là, puis ça arrive une fois. Et puis après, ça redevient chaud, donc il te redit que t'es génial, qu'il t'aime, et compagnie. Puis ça redevient froid. Et en fait, tu passes par ces moments d'oscillation. T'es toujours dans cette espèce d'inconnu. Tu sais jamais en fait ce qui va se passer. Il te dit qu'il t'aime, mais en même temps, soit il va complètement disparaître, pendant quelques jours, quelques heures, il va pas te répondre, il va te mettre des phrases, soit il va aller en public, tu sais pas pourquoi, il va changer d'attitude. Mais en privé, il va te sortir des trucs du genre ouais mais c'est compliqué, je veux pas qu'on s'affiche, enfin ça va être plein de trucs comme ça. Mais le problème c'est qu'en privé, il va tout faire pour que tu restes accroché à lui.
entre guillemets. Il va te donner tous les bons signaux. Il va faire tous les bons trucs. Et quand tu es en début de relation, bah, tu découvres la personne, mais tu es encore, tu commences sur une base toujours un peu idyllique, de te dire, bah, si t'es amoureux, c'est parce que cette personne, tu résonnes avec elle, quoi. Tu te reconnais, tu sens que ça va être génial et tout, et en fait, tu es accroché à ça, tu es accroché à ce sentiment de c'est génial ce qui se passe entre nous, et puis petit à petit, tu vas découvrir les autres facettes de la personne. Mais tu vas toujours rester accroché à ce côté un peu nostalgique de se dire mais au début il était comme ça, il peut redevenir comme ça, il peut être comme ça. Et en fait non, c'est juste qu'au début, forcément, il va pas te montrer les mauvaises facettes. Mais ça c'est pour tout le monde. Hein. On montre jamais nos mauvaises facettes au début. Au début on montre jamais les mauvaises facettes. Ça vient petit à petit, comme ça. Et le chaud-froid, ça te met toujours dans cette tension. Dans cette tension de dire ah mais attends mais il revient, ah mais merde il est reparti, ah mais putain il est revenu, ah mais il est reparti, tu sais plus quoi faire. Et en fait tu sais pas quoi faire et ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche de te dire que la relation est bonne, que la relation est mauvaise. Tu sais pas c'est quoi ta relation. Tu sais pas ce qui se passe. Donc ça m'étonne pas. Et ça te maintient dans cette relation des fois. Tu sais que c'est chelou, mais tu restes quand même. Parce que tu te dis mais elle va revenir, la personne va peut-être être comme au début. Et ça met du temps de passer à bah en fait non c'est un connard. C'est un connard, il en a rien à foutre de ma gueule. Mais ça met du temps. Tu t'en rends pas compte au début. Tu t'en rends pas compte. Et c'est ça tout le problème dans ces relations. C'est qu'au début, on s'en rend pas compte. Et c'est compliqué de passer outre le premier sentiment de se dire cette personne est géniale. C'est pas juste mec ou meuf. C'est que la personne qui t'intéresse est géniale. Tu vois que les bons côtés. Les petits côtés vont arriver petit à petit. Mais ça va te mettre énormément de temps de surpasser le souvenir de au début c'était génial. Cette personne est géniale. Et ça te met dans des. Enfin, et c'est un peu le problème des emprises, c'est ça, c'est que tu vois qu'il y a. Enfin, tu te dis qu'il y a un truc bizarre. Mais en même temps, t'as les sentiments qui rentrent en compte, t'as les souvenirs qui rentrent en compte, et passer outre juste les souvenirs, juste le souvenir du début de la relation, mais c'est extrêmement compliqué en fait. Extrêmement compliqué. Quand t'aimes vraiment quelqu'un, t'as jamais envie que cette personne soit la mauvaise personne. Toujours envie de te dire c'est bon, c'est la bonne personne, elle est géniale, je vais y aller, je vais faire ma vie avec. Enfin, c'est peut-être pas dit ça tout de suite, mais en tout cas, elle était suffisamment à l'aise et intéressée par lui pour poursuivre une relation. Donc c'est qu'elle y voyait un intérêt quand même. Au début. À la fin de juillet 2016, elle et Léo Grasset doivent se retrouver à Paris. D'après des éléments recueillis par Mediapart, il arrive chez elle tard dans la soirée. On avait prévu de se voir la veille de son départ en avion en Islande. Et moi, ça comptait beaucoup pour moi, cette rencontre, parce que c'était un peu la dernière fois que j'allais le voir avant qu'il s'en aille. Et il s'est pointé à 1h et quelques du matin. Putain. Il était complètement alcoolisé. J'ai ouvert la porte et il puait l'alcool. Ah. Et j'étais en colère, parce Tu que m'étonnes. c'était une soirée qui comptait pour moi. Et je me sentais pas respectée, je me sentais même presque prise pour une conne. Hein. Mais très vite, il m'a dit viens faire un câlin, viens faire un câlin. Et là, je lui ai dit je suis pas du tout dans ce mood-là, j'ai pas envie de ça là. J'ai pas envie. Donc, juste pour info, quand quelqu'un vous dit qu'il est pas dans le mood et qu'il a pas envie, ça veut dire non. Voilà. Je tiens à clarifier. Ça veut dire non. Donc normalement, c'est un stop. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de rien, c'est non. Point. Qu'on soit d'accord. Hein. C'est pas qu'une question que les hommes ne respectent pas le consentement, ça peut arriver pour tout le monde. Quelqu'un qui n'est pas dans le mood, c'est non. Quelqu'un qui est alcoolisé, c'est non. Parce que donner son consentement sous alcool, ça peut être très vite à débat. Non. C'est des situations où on se dit non, c'est réglé, c'est niet. Je pense qu'elle était très claire. Pas dans le mood, j'ai pas envie, ça veut dire non. Donc c'est un stop direct. Après, le problème, c'est qu'il était alcoolisé. Je suis en colère.
Et il insistait, viens faire un câlin, viens faire un câlin. Ah bah oui, bien sûr. Il était allongé sur le lit, il avait les bras ouverts, et il faisait que de me dire, viens faire un câlin. Et j'ai fini par céder. Il s'est mis sur moi, et on a commencé à avoir des rapports sexuels. Et ensuite, à un moment donné, euh, j'ai réalisé en fait que c'était pas du tout ce que je voulais et que là, il était en train de me faire un truc dont j'avais pas envie et j'ai essayé juste de j'ai rien dit, j'ai juste essayé de me décaler en fait. Et, et c'est et, euh, et c'est à ce moment-là où j'ai vu dans son regard qu'il y a un truc qui a changé. J'ai vu une noirceur que j'avais jamais vu ça avant. Et, il a mis ses mains autour de mon cou et il a serré. Et comme il avait en plus son poids parce qu'il était dessus, ça m'a fait excessivement mal et surtout ça m'a fait excessivement peur. Et là, j'ai essayé de M'étonne. hurler de toutes mes forces et j'y arrivais pas. Il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche Ça s'appelle la et sidération. j'avais l'impression d'être comme dans une sorte de cauchemar où ma vision était complètement réduite. Je voyais quasiment rien. Ce passage, il est dur. Donc, si vous vous sentez pas bien, si c'est trop difficile pour vous de continuer à regarder, surtout, vous quittez la vidéo. Allez vous ressourcer, prendre un café, parler à quelqu'un. Ça sert à rien de continuer si vous vous sentez pas bien, je le rappelle. Pour revenir sur ce que dit Lisa, il est clair et net qu'au début, elle ne consentait à rien. Et à un moment, elle dit « j'ai fini par céder ». Et là, tout le monde va dire « oui, mais du coup, elle était d'accord ». Elle était d'accord pour faire un câlin, mais est-ce que c'était un vrai d'accord? Et là, c'est tout le débat de la pression que les gens te mettent dans une relation. Parce que si elle a cédé, c'est que soit elle voulait passer à autre chose, soit ça l'a saoulée. Mais au final, est-ce que c'est un vrai consentement? Est-ce que la personne dit vraiment un vrai oui de j'ai envie de te faire un câlin? Non, c'est je te fais un câlin pour te faire plaisir ou pour que tu me laisses tranquille ou que machin. Donc c'est pas un vrai consentement. Et elle s'en rend compte qu'elle est en train de faire un truc qu'elle a absolument pas envie. Il faut respecter ces moments-là. Il faut respecter le fait que des fois t'as vraiment pas envie en fait. Ça arrive, c'est normal. Il n'y a rien de méchant. Après, ce que fait son agresseur, ou le présumé agresseur, c'est que forcément, on va pas bien le prendre. Et il y a un élément important, c'est l'alcool. Et à savoir sur l'alcool, c'est que c'est un désinhibiteur. Complètement. Il va te désinhiber et du coup, tu vas plus du tout avoir les mêmes limites qu'avant. Peut-être que Dirty Biology avant se disait si une nana me dit non, elle me dit non, c'est bon, c'est réglé. Sauf qu'avec l'alcool, ça devient beaucoup plus compliqué. Et tu vas avoir des réactions disproportionnées, il va y avoir plus de risques que tu passes à l'acte et que tu fasses des actes violents, que tu insultes, ce qu'on veut. Mais en tout cas, t'es complètement désinhibé et du coup, ça ne fait que favoriser les agressions. Ou subir une agression. Soit tu vas... Enfin, c'est pas tout le temps, hein, faut pas déconner. Mais ça peut arriver dans certaines situations que tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Ou que tu mal interprètes des choses. Parce que même toi, t'es plus très frais, t'es plus très conscient de ce que tu fais. Et du coup, là, ce qu'il fait, c'est clairement une agression. Le moment où elle dit qu'elle n'arrive pas à hurler, pour moi, c'est un peu l'effet de la sidération, de la peur. Et dans ces moments-là, le corps, il fait un peu ce qu'il veut. Il va pas réagir, tu vas pas pouvoir bouger, enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est des réactions qui sont souvent blâmées. C'est des réactions qui arrivent tout le temps. Et c'est des réactions de se battre ou fuir.
Là, c'est clairement un moment de est-ce que comment je survis à tout ça. Donc faut pas vous étonner sur ce genre de choses, ça arrive, c'est normal. Ça peut être les instincts de survie, ça peut être le fait aussi qu'il l'étrangle bien gentiment, donc les sangs ils sortent pas. C'est compliqué. Son cerveau est en train de prendre une décision, mais c'est compliqué. Après des SMS que Mediapart a pu consulter, ils se reverront 3 ans plus tard, en avril Ah oui, 3 ans. 2019. Alors je suis allé au café. Et en fait, il s'en rappelait. Ah 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 ah. Donc... Je vais attendre la fin de l'extrait. Il a même pas essayé de nier. Il m'a dit qu'il était désolé de m'avoir violée. Oh mon Dieu. Ouf. Donc, 2016, il l'agresse. 3 ans plus tard, le mec te dit, je m'en souviens by the way, et je suis désolé. Désolé, mais là c'est... Je sais qu'il y a présomption d'innocence, tout ça, mais là c'est dur quand même de... On va vraiment pas envie de l'envoyer chier, de dire mec putain mais t'es complètement con quoi. Enfin con, je suis encore gentille. C'est sans déconner. Si tu sais un viol. Mais bordel de cul. Assume. Enfin, si, comme tu dis dans ton communiqué, que t'as toujours respecté le consentement, machin, truc bidule. Que tu respectes les femmes, tout ça. T'es pas dit qu'il y avait un problème? Pourquoi 3 ans? Pourquoi? Il n'y a pas eu de remise en question personnelle, il n'y a pas eu de... Oh mon Dieu, j'ai fait de la merde. Non. Et ça m'a fait vraiment quelque chose quand je l'ai entendu. Ah bah tu m'étonnes. Avoir ton agresseur qui confirme bien que ce que t'as subi, c'est bien ce que tu penses. Moi, personnellement, je pense que j'aurais envie de le puncher. Mais après, je ne sais pas en réalité comment j'aurais réagi. Mais en tout cas... D'accord. Enfin, ok. Tout va bien. C'est génial. C'est pas logique, hein. C'est pas normal. Bref. Lénaïque, Lisa s'est confiée sur cet épisode à des proches que tu interroges aussi dans notre enquête. Bah oui, comme nous le faisons toujours, hein, Mathieu, on ne fait pas que recueillir les récits des femmes qui peuvent se Oui, confier. En t'es obligé de l'occurrence, vérifier, le récit de Lisa. Nous avons retrouvé des éléments matériels, des messages qui montrent les rencontres, des vidéos, un extrait de son journal intime, et puis nous avons interrogé plusieurs proches de Oui, donc c'est pas basé vraiment sur du... C'est pas du tout basé sur du vide, quand même, hein. Lisa. Pas genre... Enfin, la parole de la femme enfin, des victimes, tout court. La parole des victimes est toujours extrêmement importante et il faut partir du concept, du constat que c'est vrai. Après, t'es obligé quand même de vérifier par principe. Parce que on sait qu'il y en a qui mentent. On sait qu'il y en a qui mentent ou qui exagèrent ou qui peuvent dénoncer pour quelqu'un d'autre. Donc t'es obligé de vérifier. Donc, ce qu'en soi, ce qu'elle dit, c'est normal. Mais il faut partir du principe que, de base, la personne dit la vérité. Mais qu'en même temps, il faut vérifier, être sûr, et savoir jusqu'où ça peut aller aussi. Parce que tu vas pas forcément tout dire. Par pudeur, par honte, par ce que tu veux. Donc ouais, c'est logique. Donc là, ça montre bien qu'ils ont bien fait leur taf, techniquement. Ils ont bien fait leur taf, et qu'ils ont cherché des éléments concrets. Donc ça ne fait que renforcer encore plus ce que ces femmes racontent, en fait. Et qui nous ont indiqué ce dont ils avaient
été témoin, c'est-à-dire des confidences de Lisa dès 2016 sur cette fameuse nuit de juillet. Nous avons interrogé notamment sa mère, mais aussi plusieurs de ses amis proches. Ils nous ont aussi indiqué qu'ils avaient constaté au fil des mois, à partir de ce moment, la dégradation nette de l'état de santé de Lisa. Mais il faut rappeler que questionné sur ces éléments, Léo Grasset n'a pas répondu à Mediapart. Alors, Évidemment. Lénaïque, à ce stade, Lisa n'a pas porté plainte. Elle nous explique pourquoi. En fait, il y a eu plein de raisons. D'abord, je pensais que j'étais toute seule et je n'avais pas le courage d'y aller toute seule. Ensuite, je subissais encore du harcèlement. La réputation, elle était là, en fait. Donc, quand bien même j'aurais dit « il m'est arrivé ça », personne m'aurait cru. Mais personne. Oui, parce que du coup, il est bien gentil. Et du coup, il l'agresse. Et il lui dit, 3 ans après, je suis désolé. Mais durant ce laps de temps, il s'est pas empêché de bien lui refaire sa réputation, histoire de, en bon mec sympa. Oh putain, c'est pas possible. Ouh. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que il lui a refait sa réputation, mais c'est jamais une réputation sympa qui va s'en sortir. C'est toujours la pire réputation du monde, juste pour être sûr que... Alors, c'est isolé, déjà. C'est isolé, et pour être sûr que tout le monde fasse... Ouais, c'est bon, elle est à moitié folle, elle est bizarre, ce genre de choses. Et puis juste bien te dénigrer, et que tu le ressentes. Du coup, ça te met dans une position où, forcément, tu te dis, mais personne va me croire, personne ne va écouter ce que je dis. J'ai une telle réputation, qui va se dire, ah, attends, peut-être que Lisa a raison. Et ça, c'est un problème. Pour moi, ça montre le côté... c'est pas genre, il était juste bourré, il a agressé sexuellement. C'est qu'en plus, derrière, il fait en sorte de la mettre dans une position où elle est foutue. Elle peut rien faire. Elle peut rien dire. Donc, c'est encore pire. Enfin, c'est déjà pire de base, hein, attention. C'est déjà horrible. Mais pour moi, c'est un peu genre... J'enfonce encore un peu plus le clou. J'insiste sur le fait que... Surtout, tu ne diras rien. Je vais essayer de te détruire pour que tu ne dises rien. Et ça, pour moi, c'est encore... Enfin, c'est encore pire. Ça ne fait que aggraver les choses. Et que 3 ans après, ils disent « Ah, je suis désolé. » Non, tu n'es pas désolé. Tu n'es pas désolé. Vu tout ce que t'as fait avant pour lui détruire sa réputation, tu n'es pas désolé. C'est juste que tu veux avoir le bon message et dire « Ah oui, je suis désolé. » Au cas où. Ah, bref. J'étais isolé. Il avait réussi à créer cette espèce de cloisonnement où j'étais toute seule dans mon cachot et je pouvais que y pourrir. À chaque fois que j'y réfléchissais, je me disais, bah non, je peux pas y aller en fait. Ça va être... Au mieux, comment dire, personne va me croire. Et au pire, ça va détruire ma carrière. Lisa, Lénaïque. Oui, parce qu'en plus, du coup, c'est pas juste relation intime, c'est aussi relation professionnelle. Donc en fait, sur tous les plans, il gagne. Sur tous les plans, il a la main mise, sur tous les plans, il a le pouvoir. Putain. C'est chaud. C'est chaud de se sortir de ça et de se dire, je vais en parler. Ouf. Vraie emprise. Décrit vraie par ailleurs emprise. une mécanique de dénigrement qui se serait mise en place à son encombre dans ce petit milieu, ce tout petit milieu même de la vulgarisation scientifique sur YouTube. Une mécanique alimentée, selon elle, par Léo Grasset. J'ai tout de suite senti qu'il y a eu un switch dans le milieu professionnel. Plus personne me parlait ou presque. En plus, il a un statut qui fait que, même moi en tant que viewer, il a un côté un peu genre, c'est le mec ultime, tu vois, c'est le mec, alors comme je disais, qui a l'image de sympathie, mais qui en plus marche super bien. C'est pas le mec avec un compte à 10 000 abonnés. Non, c'est millions d'abonnés. Donc il a un peu ce statut de star. Donc les gens vont l'admirer, l'idolâtrer, ce genre de choses. C'est extrêmement difficile, et ça s'est vu maintes et maintes fois dans l'histoire, de remettre en question
une star, ouh, une célébrité, ouh, c'est compliqué. Quelqu'un qui est déifié, on peut dire, te mettre devant et dire bah cette personne-là en réalité c'est un gros connard, tu te retrouves seul face à tous ceux qui l'admirent. Donc tous ceux qui se disent non c'est un mec hyper sympa, il est hyper pro, il est génial, il a des super idées, j'aimerais trop lui ressembler ou j'aimerais autant réussir que lui, tu vois, c'est un mentor limite. C'est une idole, en quelque sorte, à son échelon, mais c'est une idole. Dans le milieu de la vulgarisation, en tout cas, c'est une idole. Remettre en question des idoles, mais c'est le truc le plus difficile à faire, je pense. Ou en tout cas, quelqu'un qui a énormément de pouvoir. La remise en... Quand t'as le pouvoir, ça veut dire que t'as aussi le pouvoir sur les autres. Que ce soit de manière directe ou indirecte. Lui, son statut de « je suis le dieu de la vulgarisation » fait que si tu le contredis, tu te mets face à un... C'est même pas un mur, c'est une galaxie. Tu te mets face à une galaxie et que tu essaies d'affronter un peu dans le vide. Parce que toi, t'es un tout petit truc à côté. Et lui, c'est le mec. C'est la personne. Que tout le monde référence, que tout le monde suit, que tout le monde écoute. Et le problème, c'est que t'as pas de remise en question souvent. Ou si t'as une remise en question, c'est que le mec, il a vraiment merdé, mais de face à tout le monde. Sauf que comme il a son capital sympathie, son capital je suis un gentil mec, et bah du coup, personne ne voit rien. Personne ne va suspecter le mec gentil. Personne. Et c'est toujours le problème d'ailleurs. On suspecte jamais les mecs gentils. On se dit toujours ils sont géniaux. Et on tombe de très haut quand on découvre que, ah bah en fait, et ça se voit avec plein d'artistes, plein de célébrités, plein d'hommes politiques. Ça se voit, et ça se voit encore quasiment tous les jours à l'heure actuelle. Euh, que t'es pas à l'abri en fait, et que les mecs gentils, bah, souvent c'est des apparences. C'est ça le problème. Mais ça vaut aussi pour les nanas, il n'y a pas que les mecs, mais les apparences sont trompeuses. Et le problème c'est que les apparences, des fois ça marche très très bien. Très très bien, et des fois trop bien. J'entendais des échos de choses qu'on disait à mon sujet. J'ai vu que j'étais plus invité à certains événements. J'ai constaté que on me rapportait des propos super violents à mon encontre. On me disait que ce que je faisais, c'était pas assez bien, que j'étais trop maladroite, que j'avais fait des bêtises, ce genre de choses. Et moi, j'étais jeune et je demandais que ça de m'améliorer. J'adorais ce que je faisais, je voulais juste faire quelque chose de qualité, etc. Alors, Oh, elle a l'air chouchou quand même. Elle a l'air tellement mignonne. j'ai tout donné. Moi, je prenais Enfin, dans le sens gentil. toutes les critiques, je me suis remise en question, mais 1 million de fois en me disant ils ont raison, bien sûr, alors il faut que je change ça, alors j'ai tout changé. Et à chaque fois, je prenais les critiques, et sauf en fait, ce que j'ai remarqué très vite, c'est que ça n'avait rien à voir avec le travail. C'est que peu importe le degré d'effort que je pouvais mettre, les critiques, elles étaient toujours là, j'étais toujours pas invité à des événements, et j'étais toujours la paria. Mais non, en t'étais. fait. Bah non, parce que derrière les apparences, t'en avais un qui s'amusait à détruire ta réputation. Donc en général, la réputation, ça fait tout. Hein. Et là, j'ai Malheureusement. commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et que ça n'avait rien à voir avec le travail. Je pouvais pas ouvrir YouTube, qui est quand même mon espace de travail, donc on pourrait associer pour une entreprise à un bureau en fait, Mhm. sans voir tous les gens qui essayaient de me détruire, parce que je pense qu'on peut utiliser ce mot-là, et la personne qui m'avait fait autant de mal. J'ai pensé arrêter carrément YouTube, et j'ai pensé arrêter tout court en fait. J'ai eu des pensées excessivement sombres.
Lénaïque, cette mécanique, on la constate factuellement dans des dizaines de messages que Mediapart a consultés. Oui, Mathieu, on a pu lire de très nombreux messages échangés par Léo Grasset avec d'autres vidéastes, soit en bilatéral, soit dans le cadre de forums ou de groupes de discussion, peu importe le nom qu'ils ont pu avoir au fil des années que les vidéastes partageaient en fait sur YouTube. On y lit de très nombreuses remarques dégradantes sur Lisa, mêlant à la fois des reproches sur sa personne ou sur son travail. Dans tous les cas, c'est évident à la lecture, ces remarques Ouais, donc le je suis désolé de t'avoir violé. Ouais. contribue à la dénigrer et à la présenter comme quelqu'un de peu fiable. Dans Bah ces tiens. messages, on voit que Léo Grasset y prend une part active et que d'autres collègues de YouTube y participaient aussi grandement. Et il s'agit d'un dénigrement répété qui dure pendant plusieurs années. Manon Bril, merci d'être avec nous ce soir. ouais, quand Vous même. étiez à l'époque très proche de Léo Grasset et ce dénigrement, vous racontez vous-même y avoir contribué. Expliquez-nous. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Je peux en témoigner directement puisque j'ai été très très active là-dedans. Intéressant. Donc en gros, je vais essayer de faire l'histoire courte, mais nous, notre relation avec Léo Grasset a commencé début 2016, donc il y a chevauchement avec Lisa. Et en plus, j'ai su ensuite qu'il y avait eu chevauchement et qu'ils avaient simplement couché ensemble. C'était la version que j'avais, bien sûr. Évidemment, il allait pas dire « wesh, j'ai agressé quelqu'un. Ça aurait été beau, Ce mais soir-là, non. que c'était une erreur, nanana. Donc il m'a raconté ça, mais Ouh. en m'en parlant pas. Enfin bref, c'est Ça a été sa copine ou... J'ai pas suivi, là. atroce en fait plus tard de se rendre compte ce qu'est la scène en vérité. Et donc Oui, du tu coup, assez m'étonnes. vite, il y a eu... comme en fait, il se trouve que c'est Lisa qui m'a appris, sans savoir en fait qu'il y avait chevauchement, que à ce moment-là, ils ont couché ensemble et que du coup, c'est en même temps que nous, on se voit, etc. Ah Tout de d'accord, suite, il y c'est a eu ça. une tension entre nous et moi, ouais. n'étant pas du tout, je sais pas, spécialement déconstruite sur le girls hate ou ce genre de truc, je me suis braquée tout de suite et je me suis dit Dans le quoi? Attends, j'ai pas compris. pourquoi, etc. Tout de suite, il y a eu une tension entre Mais t'étais en vacances? sans savoir en fait qu'il y avait chevauchement, que Ok. à ce moment-là, ils ont couché ensemble et que du coup, c'est en même temps que nous, on se voit, etc. Tout de suite, il y a eu une tension entre nous et moi, n'étant pas du tout, je sais pas, spécialement déconstruite sur le girls hate ou ce genre de truc, je me suis braquée. Le girls hate. Ah, l'espèce de compétition entre les femmes. Il y a une déconstruction sur ça, d'abord, ok. Tout de suite et je me suis dit pourquoi elle me raconte ça collait avec la réputation qu'il avait fait depuis un moment mais que tout le groupe confirmait parce que c'était implanté dans tout le groupe, donc moi je me disais bon, il n'y a pas que lui qui me le dit, ça a l'air en effet d'être quelqu'un qui a un problème avec les vérités, l'ex-folle, le fameux pattern, tout ça. Et L'ex-folle. Ça c'est une stratégie très connue, ça, l'ex qui est complètement folle, Barjot qui va dire n'importe quoi, qui est accro à toi, tout ça. C'est connu. là, en plus, elle vient me voir en me disant ça, elle veut me nuire, en fait, elle veut me faire du mal, elle n'allait pas me le dire, etc. Et ensuite, derrière, pendant un moment, j'ai eu le doute de non, mais c'est peut-être toi qui prends mal ça, alors que elle y est pour rien. Entre lui et moi, ça a été un sujet de tension en permanence. On s'engueulait très fort par rapport à ça. Bref. Ça avait l'air d'être une relation sympa, par contre. Mais en fait, derrière, il y a eu un enchaînement d'actions où moi, dès que je pouvais confirmer dans la version qu'il m'avait donnée et dans ma jalousie et ma colère que j'avais contre elle, dès que je pouvais trouver des éléments pour confirmer l'histoire que je m'étais construite, qu'il m'avait construite, je sautais dessus, quoi. Et donc, j'ai contribué à dire, mais regardez, elle fait ça, nanana, pendant des années. C'est le truc. Je pense qu'elle aussi a été très amoureuse de Monsieur Grasset. Est-ce que c'est forcément du girls hate? Elle l'a dit, elle était jalouse et en colère. Elle a été blessée. C'est toujours plus facile de s'en prendre à l'élément qui n'est pas dans ta vie, qui n'est pas 24 heures sur 24. Je déconne un peu, mais qui n'est pas dans ta vie. Sachant que Lisa n'avait pas l'air d'être dans sa vie, c'est plus facile d'accuser cette personne d'accuser la personne qui est à côté de toi et que tu es censé aimer.
Ah, parce que je pense qu'ils avaient une vraie relation amoureuse. Donc, je sais pas si c'est du girls hate. Je vois pas le rapport en fait. Pour moi, c'est juste qu'il lui a mis en tête qu'il avait une ex folle qui voulait qui voulait nuire à sa réputation et elle avait voilà en plus découvert que pendant que lui était avec elle, bah du coup ils avaient couché ensemble. Forcément, t'as un élément de colère contre les deux, mais c'est plus facile de l'exprimer contre la personne avec qui tu n'es pas. C'est beaucoup plus facile. Beaucoup, beaucoup plus facile. Alors, est-ce que c'est du girls hate? Je suis pas sûre parce que ça peut arriver pour plein de gens et c'est pas forcément entre nanas. Donc, j'ai vu des mecs très jaloux être jaloux d'ex et compagnie. Donc, d'ex mec. Donc, de ce point de vue-là, je suis pas trop d'accord sur le girls hate, mais sa réaction ne me choque pas. Ça me choque pas. C'est triste, mais c'est une réaction de quelqu'un qui était blessé en fait. Enfin, tu réagis comme tu peux quoi. Enfin, Vous le regrettez aujourd'hui? Mais qui est atroce pour moi dans le... Enfin, que lui m'ait fait souffrir, ça c'est une chose, mais qui m'ait fait enfoncer. Participer à enfoncer une victime. mais tu le savais pas. Enfin, je peux comprendre que ce soit extrêmement compliqué, mais ça fait partie de son pattern à lui pour se protéger. Après, ouais, je peux comprendre que ce soit compliqué de se dire putain, et même de dire putain, j'ai été capable de faire ça. Ça, je peux le comprendre. D'après elle de viol, bah ça passe pas, j'arrive pas à le digérer. Bien sûr. Marine tu Perrin, m'étonnes. vous avez rencontré Léo Grasset en 2018. m'étonnes. Ce dénigrement, vous aussi, C'est vous l'avez horrible. constaté. Oui, je l'ai constaté. Moi, je suis arrivée plus tard dans ce milieu-là, donc j'avais pas assisté à tous ces moments, même qui pouvaient être partagés dans la collectivité. Par contre, je me suis retrouvée intégrée dans ces groupes de discussion, notamment sur Internet. Mhm. Et, En ligne, c'est toujours plus facile je de voyais dénigrer ce aussi. dénigrement brutal, violent, cette façon de toujours s'en prendre à elle sur des choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Ça a été le cas quand, peu après la Ligue du LOL, elle a tweeté de manière, c'est retranscrit dans l'enquête, un peu opaque, qu'elle avait vécu des choses difficiles, ce que n'importe quelle femme dans un milieu un peu de pouvoir a probablement vécu. Donc pour moi, c'était certain que c'était probablement vrai. Et tout le monde partait du principe qu'elle mentait. Et j'avais beau... Donc à chaque épisode, je demandais quand même un petit peu qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement. Je comprends pas bien Est-ce que vous... C'est assez drôle parce que c'est la nana qui est venue dans le groupe. Donc le groupe, tu sens que le groupe s'était monté la tête un peu entre eux. Parce que Léo Grasset était the figure, the leader, entre guillemets. Hein. Il y a un peu une figure de leader, hein, quand même. Et du coup, c'est une outsider qui rentre et qui se dit putain, il se passe quoi? Et c'est normal où tu commences à tiquer, tu dis l'effet de groupe. C'est dévastateur un effet de groupe. Quand t'as les gens qui se montent la tête ensemble, que t'as pas de voix extérieure qui dit oh, on va se calmer, ça peut partir très très vite en sucette. Hein. Quand t'as pas de voix alternative, quand t'as pas de remise en question, quand t'as pas de question tout court de dire mais pourquoi, l'effet de groupe est dévastateur. Dévastateur. Et c'est ce qui s'est passé. En tout cas sur ce sujet-là, c'est clairement tu sens la dynamique de groupe. La meute qui protège son leader. En quelque sorte. Après, le leader a menti. Supposé menti. On va faire attention. Il aurait menti en tout cas. Vous pouvez me donner des éléments concrets de ce qu'on lui reproche et j'en ai eu très peu. Il y a une personne qui m'a un petit peu expliqué, une personne qui avait déjà pris un peu de recul sur la situation et qui me disait qu'il y avait un problème dans cette façon de faire. Mais sinon, on me disait des choses horribles comme tu ne peux pas comprendre, reste loin d'elle, c'est la pire personne. Une mise à distance. Ah, le fameux, surtout, je ne te dirai pas pourquoi, mais ne t'en approche pas parce que c'est trop compliqué, il y a trop de trucs, c'est trop compliqué. En général, si on te donne pas les vraies raisons, ça pue un peu. C'est juste que c'est à mon avis, en général, c'est qu'il y a eu une raison de base et ça a commencé à juste s'emballer et que c'est devenu une habitude.
c'est l'élément où tu te déchaînes aussi pour te décharger. Il y a un problème, c'est elle. Cherche pas midi à 14h, c'est elle. Point. Et là, ça commence à devenir dangereux, ces manières de penser. Générale qui était organisée autour d'elle. Générale. Il y a un moment qui est charnière pour vous et d'autres femmes par ailleurs, c'est le premier confinement au printemps 2020. Lisa nous en a parlé. Je crois que je peux sincèrement dire que ma vie a basculé en 2020 quand j'ai parlé avec les autres filles. Mais vraiment, ça a été un cataclysme, et je pense pour nous toutes. Et ça a créé une énergie absolument incroyable de sororité. Je pense que c'était objectivement, dans ce malheur, un des plus beaux moments de ces 10 dernières années pour moi. Donc à ce moment-là, c'est un moment où Lisa se sent entendue par vous d'une certaine façon, collectivement. À Ouais, ce non, ça a moment-là, l'air vous d'être vous comme rendez ça. compte de quoi très précisément? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. J'y vais peut-être, non? Vas-y. En fait, je commençais à être très proche de Manon. J'avais eu une relation avec lui que j'avais gardée très secrète dans le milieu parce que instinct de survie, je pense. Donc personne n'était au courant. Ouais, je peux voir le côté instinct de survie où tu te dis j'ai pas trop envie qu'on me dénigre ou qu'on me compare à lui ou qu'on me dise c'est grâce à lui que t'as réussi. Je peux comprendre. Mais je commençais à me rapprocher énormément de Manon et je voyais qu'elle souffrait de cette relation et elle en parlait aussi très peu. Donc dans ma tête, ça s'était arrêté. Elle a l'air... Après, je peux comprendre. Mais elle a l'air très 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 en colère. Et Manon. pour elle quelques années auparavant, mais je sentais qu'il y avait des Énormément en choses que je colère. savais pas. Et je voulais lui dire depuis des mois qu'on avait eu une relation aussi avec lui, mais Manon avait traversé des choses tellement dures que c'était jamais le moment. Et en fait, au confinement 2020, on se parle et elle m'explique qu'il revient lui parler. Et c'est la première fois, en fait, parce qu'en gros, moi, dans cette relation, il y a eu une première phase où on s'affichait beaucoup ensemble pendant 1 an et demi, 2 ans, à tel point que les gens pensaient qu'on était ensemble, même si j'ai jamais eu le statut de copine. Et ensuite, on a dit une première fois, on a... Ne pas être enfin, si vraiment vous affichez ensemble pendant 1 an et demi, 2 ans, que les gens pensent que vous êtes ensemble, mais que t'as pas le statut, ok. Arrête, mais en fait, il est resté dans les parages en permanence. Et comme moi, j'avais... Comme ça, t'avances pas trop dans ta vie quotidienne. On a couché ensemble, on s'est revus, il m'a dit ça, parce qu'évidemment, j'étais très amoureuse. Les gens... Ouais. L'amour te fait oublier certaines choses. Ou ne pas voir certaines choses, malheureusement. Et le fait de toujours rester dans les parages, ça c'est la meilleure technique pour... Surtout, tu n'avances pas dans ta vie. Surtout, tu ne vas pas de l'avant. Surtout, tu ne passes pas à autre chose. Surtout, tu restes dans mes parages à moi. Au cas où. C'est jamais. Si j'ai envie. Si j'ai pas envie. C'est un peu manipulatoire, hein, quand même. On me disait non mais arrête, nanana. Donc bref, j'ai commencé à avoir honte. Donc j'ai commencé à plus en parler dans le milieu, qu'on se voyait et tout. Donc ça a mis beaucoup de temps. Et en fait là, pendant le confinement, moi ça correspond à une période où j'avais coupé les ponts avec lui depuis un moment. Juste, on a eu un peu d'interaction, un tout petit peu avant le confinement. Il m'a écrit, mais enfin bref. Et pendant le confinement, il me recontacte et puis j'essaye de tenir tête. Mais c'est la première fois que j'en parle à quelqu'un en même temps que ça arrive. Pour bien comprendre, qu'est-ce que vous comprenez à ce moment-là, les unes et les autres? C'est surtout qu'elle me dit qu'il la recontacte et moi je me dis c'est plus possible, il faut maintenant que je lui dise tout parce que sinon elle va ressombrer. Et du coup j'ai contacté Manon et je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé à moi et aussi ce que j'avais découvert par rapport que j'avais déjà découvert par rapport au double vie de Léo Grasset, à d'autres relations qu'il avait, etc. Pas tout de suite là. Mais par ailleurs, je savais pour Lisa, mais ça a pris plusieurs semaines tu me l'as pas dit rassembler. La violence physique, mais normal parce que c'était déjà pour moi c'était 4 ans de vie à relire et c'était une douleur intense et Clotilde. donc ce qui rentre en jeu aussi dans ces années-là, c'est que on se voit pas. C'est-à-dire que ce garçon, il disparaît physiquement. Et moi, je me souviens vraiment d'avoir recommencé à réfléchir, à avoir de nouveau toutes les capacités cognitives et vraiment avoir un flash après un appel avec Manon, dire mais cette personne, Lisa, je l'ai quasiment jamais rencontrée. Je suis arrivée dans la sphère YouTube en 2016, elle était déjà persona non grata et elle était toujours présentée comme une rivale pour moi. Et je suis rentrée dans ce moule, mais sans aucun esprit critique.
l'effet de groupe. L'effet de groupe est En même temps, il y a un truc qui est important, c'est que c'est l'effet de groupe, et c'est surtout c'est l'effet de tout le monde te dit ça. C'est quoi? Tu peux remettre en question la parole d'une personne. Dire, bon, peut-être qu'elle a un problème avec telle personne. Faut pas rêver. Par contre, quand t'as tout le monde... Alors, je sais pas combien ils sont dans le groupe. Mais ça a l'air d'être pas mal quand même. Plus de 3 personnes en tout cas. Et c'est déjà beaucoup. Quand t'as vraiment tout un groupe solide qui te dit non, ça c'est pas une bonne personne, toi t'arrives. Comment tu veux remettre en question un historique? L'historique d'un groupe qui a l'air très très soudé sur le fait que cette personne, faut pas s'en approcher. Forcément, tu vas dire ok, je m'en approche pas. Et puis forcément, les gens ils vont en parler de manière extrêmement négative. Donc ça fait que renforcer ton impression, ça ne fait que t'entraîner. Tu ne peux pas réfléchir sur quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne sais pas le passif, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc forcément, tu prends pour argent comptant ce qu'on va te dire. Que ce soit des mensonges ou pas, t'en sais que dalle. T'en sais que dalle. Donc du coup, tu valides et t'es en mode, vas-y go, je suis le groupe. En même temps, je viens d'arriver, je suis la petite dernière, c'est pas à moi de remettre en question ce qui se passe. Je ne connais pas ce groupe, je ne connais pas l'histoire. C'est le serpent qui se mord la queue. Tu peux pas faire quelque chose sur ce que tu ne sais pas. Donc forcément. Et quand t'as vraiment un groupe qui est solide sur quelque chose, c'est dur hein, de se confronter à ça et de remettre en question. C'est quasi impossible. Sinon toi-même t'es persona non grata et du coup c'est pas spécialement ce que tu veux. Si tu veux t'inclure dans le groupe, forcément tu vas pas commencer à dire wesh, je vous crois pas. Je ne vous connais pas, mais je vous crois pas. Compliqué. C'est quasi impossible à faire. Quand lui, on ne le voyait plus et que donc on n'échangeait plus par écrit, là, d'un coup, je me dis mais t'es bête, Clotilde, enfin, tu ne connais pas cette personne, tu ne sais pas qui elle est, et du coup, Toujours l'effet de groupe. J'ai pris mon ordi. L'effet de groupe, la pression du groupe, du but tout mettre avec groupe à la fin. J'ai écrit un mail d'excuses à cette femme, disant vraiment j'ai honte de ce que j'ai fait, parce que c'était d'une bêtise assez affligeante en fait. Oui. Lénaïque, dans l'enquête, tu essayes de résumer ce qui s'est passé à ce moment-là, en 2020. Oui, en fait, effectivement, elles se retrouvent, elles se parlent, elles arrivent à échanger, elles reconstituent, en fait, elles revisitent les années précédentes et elles découvrent parfois qu'elles ne sont pas toutes seules, parce que parfois, prises individuellement, elles pensaient qu'elles avaient, qu'elles étaient seules à vivre des relations difficiles. En même temps, c'est le problème de se dire j'ai des problèmes, j'ai honte de ces problèmes, et aussi je ne sais pas comment en parler, je ne sais pas quoi faire avec. Ça demande beaucoup de courage. Ouais, de courage de dire juste à ses potes ma relation ça va pas du tout, il me rend dingue, je sais pas quoi faire. C'est extrêmement dur parce que t'as peur d'être jugé. T'as peur qu'on dise mais tu fais n'importe quoi ma pauvre. Enfin. Et puis juste de dire j'ai un problème, déjà de base c'est compliqué. Pour tout. Dès que tu dis j'ai un problème, c'est compliqué. Si en plus tu dis j'ai un énorme problème avec mon copain, ou en tout cas dans une relation amoureuse, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire sur ça? Comment tu t'arrives à... Et c'est le truc qu'on nous apprend pas, que ce soit homme ou femme, c'est de dire, bah voilà, j'ai des amis, je vais parler ouvertement de ma relation avec quelqu'un. Personne t'apprend à faire ça. Tu vas pas forcément en parler à tout le monde, mais genre avec tes meilleurs potes et compagnie. Mais même avec ton meilleur pote, avec ta meilleure pote, comment t'en parles? Comment t'abordes le sujet? Qu'est-ce que tu dis? Et comment, tu vois, ton pote ou ta pote, comment on reçoit le truc? Comment tu reçois quelqu'un qui te dit ma relation elle est toxique? Tu dis quoi hormis quitte-le? Super, sauf qu'on sait très bien que ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Comment tu aides ton pote ou ta pote sur ces sujets-là? Et puis, niveau toxicité, tu as l'alpha et l'oméga. Comment tu fais? On parle pas de ça. De comment tu abordes le sujet, comment tu reçois le sujet, qu'est-ce que t'en fais du sujet? Parce que c'est bien beau de dire, oh là là, c'est un connard. D'accord. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Et comment t'abordes le fait que
bah, le mec avec qui je suis là, c'est un connard. Parce que tu vas dire, mais attends, mais c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui dis oui à la relation. Bordel, c'est moi qui. Mais à quoi j'ai pensé? Tu vois, enfin, il y a tellement de trucs sur. Même juste quelqu'un amicalement, tu te dis, mais putain, mais comment j'ai fait pour être ami avec ça? Alors imagine une relation amoureuse. C'est un degré au-dessus. Enfin, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Comment t'abordes le sujet? Comment juste tu commences à dire à ton entourage, c'est la merde. C'est la grosse merdasse. Et je sais pas quoi faire. Et après, c'est bien beau de dire ça, mais comment t'en sors aussi? Parce que tout le monde va te dire, quitte-le, quitte-la, elle est fou, elle est folle. Ça va être the conseil. Mais comment tu le fais en vrai? Comment tu arrives à dépasser tout ton ressenti? Comment tu arrives à... Juste le fait de dire, faut qu'on se sépare, des fois ça te demande, mais des mois. Même dans une relation normale, qui n'est pas toxique. Pas trop, en tout cas. Ça peut te prendre des mois. Des mois. Donc imagine une relation toxique, avec une vraie emprise, avec des vrais problèmes. C'est compliqué. Maintenant, là, elles sont en train de parler du phénomène de groupe de dénigrement. C'est pareil, comment t'en sors? Et comment t'arrives à te dire, putain, j'ai merdé, j'ai insulté, j'ai dénigré, je l'ai empêché d'avancer dans sa carrière, je l'ai détruite. Comment? Déjà, comment toi tu réalises ça? 2, comment psychologiquement tu supportes ça? Parce que tu dis, putain, j'ai peut-être potentiellement détruit psychologiquement quelqu'un. Comment juste cette étape-là, tu la surpasses, tu vois? Comment tu te dis, attends, faut que je survive avec ça? 3, comment tu l'abordes? Parce que, tu vois, elle envoie un email. Bon, du coup, c'est neutre. C'est t'envoies un email, t'as pas la personne devant toi, mais juste ça, déjà, c'est une énorme étape à passer. Et comment tu l'abordes dans le groupe? Le même groupe qui fait bloc et qui dit non, cette personne est mauvaise. Comment toi, tu vas aller en face et dire, non mais on est en train de complètement merder, les gars. On est en train de faire de la merde. C'est n'importe quoi. Comment tu te confrontes après au groupe? C'est des vraies questions, hein. C'est vraiment compliqué. Et aussi à mettre des mots, parce que c'est pas toujours très simple. Il s'agit, là je mets de côté le témoignage de Lisa, mais dans 6 femmes dont on a pu recueillir le récit font état de ce qu'on appelle des violences psychologiques dans le cadre du couple, du moins d'une relation intime, un comportement parfois qualifié de toxique, qui sont des choses qui, prises l'une séparément des autres, peut paraître parfois un peu insignifiante ou banale. Voilà, des chauds froids incessants, quelqu'un qui est très très présent puis qui tout d'un coup disparaît. Ah, le fameux love bombing et puis le froid le froid glacial. C'est une technique. C'est une technique de manipulation de faire ça. Qui dit j'arrive et puis en fait qui vient jamais, qui pose des lapins, qui a l'air très investi dans une relation tout en mettant toujours un pas de recul ensuite. Ouais. En disant non mais en fait on n'est pas vraiment ensemble, etc. Qui sont des choses qui, on l'a pu le constater par notre enquête, par les personnes qu'on a rencontrées puis les témoins, qui ont conduit, qui sont des attitudes qui sont pas seulement désagréables, mais qui un comportement répété sur plusieurs personnes pendant longtemps, qui ont eu des conséquences avec des dommages physiques et psychiques dans leur vie personnelle. Et c'est pas des trucs anodins. Une personne qui fait ça, clairement, c'est des techniques de manipulation. Alors après, on peut poser la question de est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient, est-ce que... voilà. Mais ça reste une forme de violence très particulière, parce que, c'est extrêmement difficile à prouver. De toute façon, toutes les violences psychologiques sont extrêmement difficiles à prouver. Et le love bombing, c'est une forme de violence bien particulière. Parce que c'est pas un truc où on se dit que c'est violent. On se dit juste, ouais, il est très présent, puis il est pas très présent. Mais en fait, elle a raison de dire que de manière répétée, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à vivre. Tu es dans un état constant de tension. Parce qu'un coup ça va, et puis un coup il n'y a plus rien.
puis un coup ça revient, puis un coup ça revient pas. Tu es toujours dans l'état constant de te dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on est ? À quelle étape on est ? Et juste le fait d'être officiel ou pas officiel, ça peut te mettre dans un état pas possible. Parce que tu ne sais pas sur quel pied danser. Et c'est un des principes du love bombing, c'est ça, c'est que tu laisses la personne dans cet état de qu'est-ce qui vient de se passer ? Tu viens de pendant, je sais pas moi, plusieurs heures, me dire que tu m'aimes, que je suis la personne la plus géniale, et puis tu disparais pendant 3 jours. Psychologiquement, tu es dans un état d'attente, de stress et de questionnement perpétuel. Tu ne peux pas te détacher de la personne. Tu peux pas parce que tu sais qu'elle va revenir. Et tu sais que potentiellement, à ce moment-là, ça va être génial. Que ça va être parfait. Et puis, du coup, tu es dans l'anticipation de ce moment-là. Tu veux que ça revienne. Mais en même temps, tu sais qu'il y a ces moments de froideur. Tu sais qu'il y a ces moments où la personne, elle est plus là. Qu'est-ce que t'en fais comment t'es dans ces moments-là ? Et de faire ça de manière répétée sur le long terme, mais ça te détruit psychologiquement. Ça te détruit psychologiquement parce qu'il y a tout un pan de ta vie où t'es en perpétuel stress. Après, les moments de chaud-froid peuvent être plus ou moins violents. Des fois, ça peut être juste pendant 2 jours hyper omniprésent, plein de messages et tout, puis ne pas être là physiquement. Ou par message. Tu disparais. Et apparemment, il avait l'air l'habitude de faire ça. De disparaître. C'est extrêmement ravageur de laisser quelqu'un se poser toujours la question de qu'est-ce que je suis pour cette personne ? Qu'est-ce que je représente ? Est-ce qu'on est officiel ? Est-ce qu'on n'est pas officiel ? Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on n'est pas ensemble ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que j'ai fait... C'est ce genre de questionnement qui vient tout le temps. Surtout dans les moments de chaud, ça va. Tu dis, ah, c'est génial, la personne elle-même. Puis dans les moments de froideur, tu vas te poser toutes les mauvaises questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait tout court ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'il m'aime pas ? Et ça va être que comme ça pendant les 3 jours d'absence, ce sera ce questionnement perpétuel. Tu aimes la personne. Tu veux savoir pourquoi d'un coup, elle disparaît de ta vie. Pourquoi d'un coup, il n'y a plus rien. Pourquoi d'un coup, il n'y a plus de message, il n'y a plus rien, alors que 2 jours avant, c'était la plus grande histoire d'amour du monde. Que c'était génial. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu. Enfin, on commence à en parler de plus en plus. Mais c'est pas abordé de manière systématique de dire dans une relation, ça, c'est pas possible. Que tu aies des difficultés de communication, que des fois ce soit trop compliqué, mais tu tiens au courant la personne. Tu dis à la personne, là, j'ai besoin d'un break. Et tu expliques. C'est pas un break parce que la personne est mauvaise ni quoi que ce soit, c'est juste parce que, voilà, là, soit t'es fatigué, soit t'es stressé, soit t'as un autre sujet, et du coup, ça te prend la tête. Et puis la personne peut t'aider dans ces moments-là. Mais juste, rien dit, hein. Ou devenir très distant et très froid. Parfois avoir des propos durs. Hein. Et puis ce perpétuel statut de est-ce qu'on est officiel ou pas, ça peut sembler anodin pour les gens de se dire oh, c'est bon, t'as pas besoin de crier sur tous les toits que vous êtes ensemble. Ne pas savoir si tu es avec une personne ou pas, quel est ton statut avec cette personne, dans quelle relation tu es, sur le long terme, c'est épuisant. C'est épuisant de jongler entre officiel et pas officiel. Entre est-ce qu'on est ensemble ou est-ce qu'on n'est pas ensemble ? Est-ce qu'il y a quelque chose entre nous vraiment ? Est-ce que je suis un plan cul ou est-ce que je suis sa copine ? C'est extrêmement épuisant, ce genre de situation. C'est épuisant et ça peut te détruire psychologiquement. Ton estime de soi, mais elle s'envole. Elle n'existe plus. Tu sais plus quoi faire. Et ça te maintient aussi dans cette espèce d'état où tu ne sais pas comment réagir face à la personne, donc elle peut faire n'importe quoi. Parce que tu ne sais jamais quoi attendre de la personne. Tu ne sais jamais vraiment comment elle va réagir et ce qui va se passer. Parce que d'un moment ou à un autre, ça change de tout. Donc tu es même maintenu dans une forme d'incapacité de réaction. Donc, enfin, c'est horrible ces situations. Sur le long terme, c'est horrible.
et professionnelle. Et c'est une thématique dont on parle assez peu encore aujourd'hui, mais qui est vraiment quelque chose dont on a pu mesurer voilà, la difficulté quand on a échangé avec ces nombreuses personnes dans cette enquête. Et rappelons qu'on n'a pas pu discuter de ça, Mediapart n'a pas pu discuter de ça avec Léo Grasset, puisqu'évidemment, il n'a pas souhaité répondre à nos questions, ni ses avocats. Par exemple, vous, Manon Bril, vous décrivez un peu la relation que vous avez eue avec Léo Grasset. Vous dites que c'est des mots très forts, que vous avez été kidnappé émotionnellement par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouf. Bah, en fait, c'est dur. Bon, moi, si je prends la parole, c'est pour en effet sensibiliser à cette question de l'emprise qui est... On en parle de plus en plus, il y a des choses qui sortent, mais vraiment, c'est quelque chose à prendre au sérieux, parce que c'est très grave, c'est un peu comme... Alors, là, elle va parler d'emprise amoureuse, je pense, mais cette emprise peut être partout, que ce soit professionnellement ou personnellement. Tu peux avoir l'emprise de quelqu'un au boulot. Faut bien s'en rendre compte aussi, c'est que l'emprise peut être sur n'importe quel sujet. Quand on est aspiré dans une secte ou un truc comme ça, en gros, c'est le même mécanisme, je pense. Donc il y a oui et non. cette chose d'être submergé, donc le love bombing d'amour. Un déferlement d'amour voilà. qui vous est envoyé, c'est ça, par l'intéressé? De penser avoir une connexion très particulière, qu'on a un truc très spécial et tout, alors qu'évidemment, tout le monde en fait a décrit ça. C'est une des caractéristiques de ces relations, c'est que tu te sens spécial, tu te sens unique. Et la personne te fait sentir spécial et unique. Ouais. Et en fait, régulièrement, hop, tout est retiré, tout disparaît, puis on en remet une petite couche, puis dès que j'essayais de m'extirper du truc, il revenait à la charge, dès qu'il y avait... Alors ça, c'est aussi un mécanisme pour pas que la personne passe à autre chose. La personne qui fait ce genre de manipulation, enfin c'est compliqué parce que c'est pas forcément volontaire, mais ce type de manipulation fait que toi tu ne passes pas à autre chose. Tu peux pas, psychologiquement tu ne peux pas passer à autre chose. Tu peux pas, tu restes toujours dans l'attente que attends, peut-être qu'il va revenir. Même si t'essayes, et il va revenir forcément à ce moment-là parce que attends, il est en train de prendre son envol. C'est pas possible, c'est moi qui ai le contrôle. C'est moi qui décide, et c'est très narcissique, hein. C'est très mes besoins avant ceux des autres. C'est moi qui décide, c'est moi qui dirige. C'est moi qui décide si vraiment tu peux passer à autre chose ou pas. Si tu peux avoir d'autres relations ou pas. Ça va faire des pics de jalousie sortis de nulle part. Genre, c'est juste, tu vas parler à un mec et puis d'un coup, il va se mettre à faire une crise de jalousie. T'es en mode, what the fuck? Et du coup, tu vas te dire, attends, mais il a encore des sentiments pour moi? Et hop, les rebalotes. Tu reviens dans la boucle de est-ce qu'on est officiel, est-ce qu'on n'est pas officiel, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose. Mais c'est très narcissique de faire ça. Très très narcissique de faire passer ses besoins avant celui de l'autre. Parce que voir quelqu'un qui se sépare de toi, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de voir quelqu'un que tu t'avais complètement sous ta main, que tu pouvais faire un peu ce que tu voulais, tu pouvais dire ce que tu voulais, personne n'y revenait toujours. C'était l'autre qui s'en remettait tout le temps en question, et pas toi. Toi, t'es parfait, t'es génial, tu n'as rien fait de mal. Mais voir l'autre se détacher de toi, c'est trop compliqué pour le narcissique. C'est trop compliqué de se dire « Ah, elle est en train de partir alors que c'est moi qui suis censé être le centre de son attention. » Non, c'est pas possible. Donc du coup, c'est « Hop, les bonjour, tu reviens dans mon giron et tu y restes, s'il te plaît. C'est moi qui décide. » Quelques temps sans se voir et tout, c'est une relation discontinue, du coup, avec des silences où moi, j'essaie de lutter. Hein. J'étais complètement perdue entre le « Ah non, mais en fait, ah oui, d'accord, c'est lui qui est perdu. Ok, je comprends ce qu'il m'explique, parce qu'il y a toujours des excuses à pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. » Et en fait, après, je me fais bananer, je fais « Mais t'es vraiment trop conne, tu le sais. » Et ça, c'est des boucles. Et en fait, j'ai eu l'impression d'être en rupture pendant au moins 2 ans en permanence. Avec ce gros chagrin d'amour qu'on connaît quand on vient de se faire quitter mais qui normalement s'en va au bout d'un moment, et ça m'a affaibli. Parce que lui, il te laissera pas faire ça. Il te laissera pas passer à autre chose. Il te laissera pas guérir de ton chagrin d'amour. C'est pas possible. C'est pas possible.
Émotionnellement, j'étais en train de finir ma thèse, donc c'est un moment très éprouvant pour tout le monde. Ma mère est Ouais, donc tu réfléchis encore moins. tombée malade, il fallait que je m'occupe d'elle. Et tout ça, il le savait. Et c'est ça qui me fait... En fait, il le savait, on en discutait beaucoup, il me disait « Oh là là, c'est terrible, nanana ». Bref, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y a toutes ces autres femmes, donc en fait, il me ment et il sait qu'il me met dans cet état. Mais pour autant, il m'y maintient dedans. C'est vrai, enfin vraiment, moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai été violentée, et j'ai été kidnappée. Je pensais à ça tout le temps. Enfin, vraiment, c'est de la maltraitance, en fait. Marine Perrin, dans l'enquête de Mediapart, vous décrivez une attitude problématique de Léo Grasset par rapport au consentement. Oui, tout à fait. J'ai mis beaucoup de temps, moi aussi, à mettre le mot dessus, parce que effectivement, Oui, bon alors, vu ce qui s'est passé avec Lisa... j'avais par ailleurs aussi cette relation d'emprise. Ça a duré bien moins longtemps que pour Manon et que pour d'autres, mais il y avait cet aspect... c'est chaud-froid, c'est cette relation intense puis qui n'existe plus. Puis en fait, quand on revient, on s'est tellement manqué. Et puis voilà, que ça a presque éclipsé l'aspect violence sexuelle. Et pourtant, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. J'ai mis du temps à mettre le mot dessus. Quand Lisa est venue me voir, qu'elle m'a raconté son histoire, évidemment, je l'ai cru tout de suite parce que ça m'évoquait des gestes que je connaissais. Et puis c'est quelque chose qui m'a confirmé. On parlait énormément de sexe, on parlait énormément de sexualité. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Il en parle énormément dans ses travaux, voilà, en privé, etc. Et même par rapport à ce qu'il disait, il y avait des choses qui étaient problématiques sur le consentement. Voilà. Donc moi, c'est un rapport qui avait été initié de manière consentie, mais quand j'ai voulu y mettre fin, en l'occurrence à la base, pour enlever ma coupe menstruelle parce que j'avais mes règles, je me suis rendu compte que ça serait pas possible d'y mettre fin. Que c'était pas possible. Et puis, on le répétera pas jamais assez. Quand c'est non, c'est non. Même s'il y a un doute, même si on se pose des questions, messieurs, mesdames aussi, hein. Quand c'est non, c'est non. En bas. Il n'y a pas à réfléchir. La personne dit stop, c'est stop. La personne dit attends, on attend. C'est pas, il n'y a pas de négociation à avoir là-dessus. Il n'y a pas de tentative de manipulation, de chantage affectif, tout ça. Non, c'est non. Point. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Et ça vous évitera beaucoup d'ennuis. Non, c'est non. En barre. Alors, il y a le contexte strictement professionnel. Et en plus, un rapport sexuel avec la cup. Oh, aïe. Aïe, aïe, aïe. Messieurs, vous ne savez pas à quel point ça peut faire mal. Clotilde Chamussi, vous avez rencontré Léo Grasset, vous, en 2016. C'était l'année du lancement de votre chaîne. Putain, il y a trop en 2016 ou quoi? C'était l'année où il fallait surtout pas être apparemment dans la sphère de vulgarisation. C'était 2016. Je crois, une rencontre donc professionnelle dans laquelle il aurait instauré, selon vous, un climat très sexualisé. Oui, Léo Grasset, je l'ai rencontré dans un contexte privé. Je ne suis jamais sortie avec lui. J'ai toujours été en couple avec la même personne depuis toutes ces années. Et je crois que c'est pas plus mal. À chaque hein. fois que je l'ai rencontré, donc pour des conférences, dans des festivals ou lors de tournages, mais à chaque fois, ça variait donc entre vraiment des rivières de compliments très élogieux. Oh, la plus belle, la plus intelligente, ma youtubeuse préférée, que je le connaissais à peine. Ah oui, j'ai un love bombing professionnel, ça. Et toujours suivi de propositions sexuelles, c'est-à-dire... que vous ne sollicitiez pas. Ah non, pas du tout. Et puis, il faut vraiment comprendre le rythme qu'il impose. C'est toujours inattendu, c'est toujours imprévisible. C'est dans des moments... Oui, bah, comme ça, tu ne te prépares pas, tu n'anticipes pas, tu n'évites pas, tu subis. Tu subis ce que lui désire. Enfin, moi, il m'a proposé, oui, de le rejoindre dans sa chambre d'hôtel. Il y avait Manon qui était juste à côté. Elle était à 1 mètre et il le chuchote. Et il y a toujours, dans le témoignage de Lisa, c'est très important, la partie ironie. Il est tout le temps en train de ricaner, de rigoler. Et donc, ça sonne faux, mais pourtant, les mots sont là. Et ça met en porte-à-faux avec... c'est très, très difficile d'être... Ça devait être intéressant comme dynamique de groupe, quand même. Il est capable de faire ça de manière aussi apparemment banale. La dynamique de groupe, ça doit être quelque chose, quand même.
si lui, il est porté en tant que, on va dire, étendard, leader, en tout cas, on va dire, une des icônes, entre guillemets, icône est un peu fort, mais c'est un peu l'idée. La dynamique de groupe doit être sévère. Être ami ensuite, c'est très compliqué. Vous racontez. Ah, tu peux pas être ami. Enfin, si, tu peux, mais c'est même plus des situations gênantes. C'est même plus... Et puis, dans un sens aussi, ça te maintient dans le fait que tu ne puisses pas parler avec les autres. Tu peux pas te dire tout ce qui se passe parce que ça va te mettre en porte-à-faux, ça va te retomber sur la gueule. Parce que Manon va se poser des questions, va se dire mais putain, mais elle le chauffe. Enfin, tu peux faire des raccourcis très faciles quand tu ne connais pas vraiment les personnes. Tu peux pas être ami, tu peux pas être ami comme ça, c'est pas possible. C'est un contexte où tu seras toujours en mode ah putain, faut pas qu'elle entende, faut pas que machin. La dynamique de groupe, elle devait être désastreuse, mais désastreuse. Ça devait être horrible. C'était un épisode aussi d'insultes sur un tournage. Oui, voilà, ça c'est le climax. Où là, moi, j'ai percuté qu'il était dangereux. À la fin d'un tournage, donc c'est un tournage pour Arte, ce tournage dure plus d'une semaine. Et à la fin de la semaine, moi, bonne pomme, je décide de faire un gâteau pour essayer de passer une bonne soirée avec l'équipe avant qu'on se quitte. Et dans la cuisine, tout le monde sort fumer une clope. Il ne reste que lui qui est accoudé au bar. Moi, je suis dans la cuisine en train de finir ce gâteau. Et je me tourne à un moment. Et puis d'un coup, il apparaît, il est vraiment presque collé contre moi, il a son visage en face de moi. Il me regarde avec un regard noir et il me dit « espèce de sac à foutre, espèce de gros sac à foutre ». Ok, d'accord. Ok. Et je me souviens que les bras m'en tombent. C'est spécial. Je me rends compte que mon cerveau est en train de fondre un peu, et je rattrape le truc, je me dis il faut absolument que tu dises quelque chose, il faut que tu sois active, et je murmure vraiment, je perds ma voix, je dis mais c'est pas possible, il faut que tu t'excuses, t'as pas le droit de me parler comme ça. Il sort de la pièce, il se remet au bar sur son ordi avec le casque et il continue de travailler, et voilà, et donc je sors et j'alerte les gens. Lénaïque, dans ton enquête, c'est assez rare pour le souligner. D'autres témoins parlent, des hommes, des youtubeurs, tous très connus et exposés. Mais oui, mais en fait, notamment, par exemple, effectivement, avec Sophie Boutboul, on a recueilli les récits de plusieurs hommes qui confirment avoir reçu les confidences de Clotilde à l'époque, juste après les propos qu'elle vient d'évoquer. Et précisons là encore que, interrogé sur ce point, nous l'avons questionné, Léo Grasset n'a pas souhaité répondre. Alors, parmi ceux que vous avez questionnés, il y a par exemple Arnaud Gantier. Il anime la chaîne de vulgarisation scientifique Stupid Economics, le dénigrement collectif dont vous avez parlé. Il affirme en avoir été le témoin. Une phrase qui m'avait choqué à l'époque, c'est « Elle, je la toucherai pas, même avec un bâton ». Mon Dieu. Et c'est une phrase qui, à l'époque, m'avait surpris. Et puis... si c'est Léo Grasset qui a dit cette phrase-là, je pense que quand tu débarques et que le mec te sort ça, vu l'image qu'il a, la prestance qu'il a, tu te dis putain, what? Je pense que ça surprend, ouais. Je pense que l'image du mec sympa, tu te dis c'est quand même bizarre quand même. Et puis maintenant, je vois ça un peu plus comme une tentative de dénigrement. Un peu permanente, pas une tentative, ça allait. C'était sur des caractéristiques physiques, mais c'était aussi sur sur sa personne, sur son travail, sur tous les aspects de Lisa, mais d'une manière trop forte et presque absurde, quoi. Enfin, ça allait trop loin, en fait. Dans un séjour qu'on a passé ensemble, où il parlait beaucoup de Lisa, et où il en parlait d'une manière très très négative, avec des propos orduriers, et d'une manière pas agressive, mais vraiment de dénigrement. Faut pas essayer de... je pense que c'est un processus de cogitation sur ce qui s'est passé, mais c'est agressif. Et dénigrement, c'est agressif. Pas chercher midi à 14h, c'est toujours agressif. Qui revenait souvent, trop souvent en fait.
Ces dernières années, Clotilde Chamussi et Manon Bril, vous vous êtes confiés à lui. Il raconte. En 2019, Clotilde m'a parlé d'une expérience très négative avec Léo, mais sans me dire exactement ce qu'il y avait derrière. C'est vraiment plus tard, en entendant Manon qui avait aussi une expérience négative avec Léo, que je me suis rappelé de cette conversation-là. Et puis il y a une autre femme, Viviane, qui a témoigné d'insultes sur un plateau. Et donc là, tout de suite, j'ai recadré en fait. Je me suis remémoré ce moment-là. Et pour moi, du coup, c'était un peu, ce silence en fait avant. J'ai compris pourquoi il était là. Il se tourne alors vers une association. J'ai un peu du mal. J'ai contacté en 2020 l'association contre les violences faites aux femmes au travail, et donc sa fondatrice, ou en tout cas la présidente Marilyn Baldec. Ça me semblait être quelque chose d'important, donc à la fois pour moi, pour savoir comment assister de la meilleure manière, et puis en écoutant Marilyn Baldec, elle a un discours tellement clair et elle comprend tellement ces problématiques-là, que ce soit sur le harcèlement et puis sur les réactions qu'il est possible d'avoir au harcèlement, que je me suis dit que ce serait vraiment positif pour Manon Bril et pour Clotilde Chamussi de contacter Marilyn Baldec, de lui parler. Arnaud Gantier. J'espère que lui, je ne décevoir pas dans l'avenir, mais très 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 bonne initiative. C'est très très bien ce qu'il a fait. Très très bien. Franchement, il faut suivre son exemple. Même que ce soit... Alors, c'est un mec du coup qui a pris l'enseignement, mais même pour les femmes, faites la même chose. Faites. Ça ne vous met pas en danger. Donc, allez vers les assos. Et les associations ont l'habitude de gérer toutes les questions. Allez-y, foncez. Franchement, il a eu une super bonne réaction. Qui s'inquiète de la façon dont l'écosystème YouTube pourrait réagir. Ça va se passer comme ça quand il y a quelqu'un qui est aussi qui a autant d'influence, que ce soit. C'est tout le problème. Je veux dire, j'ai été inspiré le premier par Léo, par son travail. Donc ça, je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a un choc quand on se rend compte que une personne qu'on peut admirer, qu'on peut suivre, qu'on peut apprécier autant. Ah bah tu tombes de haut, hein. Tu tombes de haut et genre ça te fait mal. Parce que tu dis putain, j'ai rien... De 1, tu te dis j'ai rien vu, et de 2, tu dis j'ai idolâtré. Peut-être pas aussi fort, mais en tout cas tu as admiré cette personne. Et quand tu vois toutes les casseroles, tu dis mais putain, est-ce que j'admire ça aussi? Tu vas forcément te poser... Tu sais, c'est un peu la discussion de l'artiste et l'œuvre, tout ça, tout ça. Quand tu admires quelqu'un, c'est techniquement, tu dis tu l'admires pour tout, c'est un modèle, tu veux devenir cette personne. Et quand tu découvres les casseroles, tu fais merde. Qu'est-ce que ça dit de moi? Forcément, tu te reprends ça dans la gueule. Parce que tu dis putain, mais j'ai rien vu, j'ai rien soupçonné. Cette personne, mais je la trouvais géniale. Et il y a tout ça derrière, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Aussi. Il y a plein de trucs qui te font cogiter forcément après. Puisse être mise en cause de cette manière-là. Ma crainte, c'est qu'au-delà du choc, justement, ce choc se transforme en réaction très violente envers ces femmes et qu'on les entende sans les comprendre. Mais il nous dit aussi pourquoi il a décidé de témoigner. Étant donné que toutes ces femmes, et c'est des collègues avec qui j'ai pu collaborer, avec qui j'ai pu échanger pendant pas mal de temps, donc c'est vraiment des personnes en qui j'ai toute confiance et j'ai aucune raison de douter une seule seconde de leurs paroles. Et c'est simplement aussi le nombre. Enfin, je veux dire, c'est quand on a une amie, 2 amis, 3 amis qui parlent de la même chose, que toutes ces personnes-là, individuellement, on les croit individuellement. Et là, c'est vraiment le nombre. C'est pour ça qu'il y a une sidération. C'est comment est-ce que ça a pu prendre autant de temps au final. Et c'est ça et je pense qu'il y a quelque chose aussi de ne pas avoir vu des signes. Si c'était à refaire, c'est compliqué de voir des signes quand
un, tu admires une personne, et de deux, quand tu es dans l'entourage de cette personne. Tu veux pas les... Enfin, c'est pas que tu veux pas les voir, c'est que voir quelque chose d'aussi inquiétant, d'aussi agressif, ça demande beaucoup de recul. Ça demande de se poser les bonnes questions et d'être dans la capacité de dire « Hey, stop ». Et « Hey, stop », pas à n'importe qui. À quelqu'un qui a une prestance, qui a un pouvoir. Que tu admires. Que tu as été inspiré, qui t'a fait avancer, enfin, ce genre de truc. C'est pas que tu ne peux pas voir les signes, c'est que c'est compliqué de les voir. Et puis c'est quel signe? De quoi on parle? Et puis, enfin, quel signe? Avec qui? Avec quoi? Sur quoi? Enfin... Il va pas s'amuser à faire ça devant tout le monde en mode wouhou. Et puis des fois tu vas dire ah non mais voilà c'est de la blague, mais non il rigole, tu vas minimiser parce que c'est quelque chose de très compliqué à, à relever et de se dire hey, stop. Parce que cette personne-là tu l'aimes bien, tu aimes cette personne. Amicalement, professionnellement, tu aimes bien cette personne. Tu aimes bien travailler avec, tu rigoles bien avec lui, machin et tout. Et puis il y a les moments où t'es en mode non mais il rigole. Il rigole, il fait de la blague, il y a peut-être de mauvais poils, il s'est passé un truc entre les deux personnes, mais je ne sais pas, enfin, tu veux pas trop te mouiller parce que cette personne-là, elle est importante pour toi, elle est importante pour l'entourage, et puis, encore une fois, t'as le phénomène de groupe où tout le monde semble assez d'accord. C'est ça qui est horrible, c'est que quand tu vois les signes, c'est... Même quand tu vois le signe, c'est qu'est-ce que t'en fais? C'est toujours la même chose, c'est quand tu vois le signe, qu'est-ce que tu fais? Au bout de combien de temps tu réagis? Si ça arrive qu'une seule fois, est-ce que tu vas réagir de la même manière ou que ça va arriver 25 fois? Et puis il faut les relever toutes les fois. C'est compliqué. J'espère que je serai plus... que je verrai un peu plus de choses, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de parler, c'est d'être plus attentif à ces questions-là, de voir que les affaires se ressemblent, que c'est... on a tous une part de responsabilité pour essayer de poser des questions, d'être attentif aux autres et de... Mais très bien tu du peur, dis donc, je te connaissais pas, mais... Bon, il a l'air très réfléchi, le monsieur. Et d'accompagner les personnes, nos amis, de déceler des signaux comme ça qui pourraient mettre la puce à l'oreille et puis d'en parler, quoi. Clotilde Chamé. Je pense que c'est difficile de relever des signes. Quand t'es pas habitué, c'est extrêmement difficile parce que tu sais pas de quels signes on parle. C'est quoi les signes? Quels sont les signes? Le mec il a fait une blague graveleuse? Ok. Il en parle un peu trop? Ok. Il est négatif? Ok, peut-être qu'ils ont juste une mauvaise histoire ensemble et puis basta. Quels sont les signes? Qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille? C'est quoi les signes? C'est ça la question. Les signes, c'est quoi? Comment tu veux relever ça quand t'as pas l'habitude? Quand ça t'est jamais arrivé? Que tu sois homme ou femme, ça t'est pas arrivé d'avoir un pote qui soit comme ça? Où tu suspectes pas que... tu vas pas suspecter tes potes toutes les 5 secondes non plus. C'est compliqué ça aussi. Donc de quoi on parle? Et c'est pareil. Le truc qui est important, c'est d'être ouvert à ses potes et de parler le plus banalement possible de ce qui se passe dans nos vies. C'est le meilleur moyen d'éviter ce genre de situation. Mais c'est pareil. Comment tu fais ça? Et avec qui? Et puis est-ce que tu vas forcément parler de tes problèmes à tout le monde? Enfin, oui, il faut en parler, mais comment t'arrives à en parler? Et ça, personne te le dit. Personne t'explique que A plus B, attends, fais gaffe, stop. Et quand t'as quelqu'un qui est vraiment sous emprise, quand toi t'es la personne qui est amie avec cette personne-là, qui est sous emprise, qu'est-ce que tu fais pour sortir de la personne sous emprise? C'est extrêmement compliqué Tu peux voir des signes, mais si la personne ne se plaint pas, ne dit rien, comment toi tu vas vers elle et tu dis
copine, copain, on a un problème là, non? Comment tu fais? Parce que, en gros, tu vas dire, bah, je suis dans la supposition, ça se trouve, je me plante complètement, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je le dis? Comment je le dis? Et si elle pense que je suis trop intrusif, qu'est-ce que je fais? C'est des vraies questions. Hein. Je déconne pas quand je dis que c'est extrêmement compliqué. Voir des signes que tu n'as jamais vus, que tu n'as jamais soupçonnés, que tu n'as jamais vécu, c'est de l'ordre c'est de l'ordre du devin. Il est en train de se demander quelque chose d'extrêmement compliqué. Parce que quand tu connais les signes, quand tu sais à quoi ça ressemble, très bien. Tu peux les relever plus facilement. Quand on n'a aucune idée. Et qu'en plus ça concerne quelqu'un qui a du pouvoir, qui t'inspire, que tu as envie d'être comme lui, mais tu vois encore moins les signes. Tu vas juste dire « Ah non, mais bon, c'est un petit point négatif dans sa personnalité. » Et puis, encore une fois, ces personnes-là ne vont rien faire en public. Ou quand elles vont le faire, elles vont te trouver les meilleures excuses du monde. Elles te trouveront toujours la bonne justification. Et il n'y a que au bout d'un certain temps où tu peux te poser des questions. Mais ça demande du temps de sortir de l'emprise de quelqu'un. Même juste se dire que tu idolâtres une personne, c'est une forme d'emprise. Parce que c'est beaucoup plus difficile de relever les points négatifs que de quelqu'un où tu dis il est parfait. Pas parfait, mais il est génial. Et que tout le monde te dit qu'il est génial. Tu vas beaucoup moins les relever. Tu vas beaucoup moins voir ça et tu vas beaucoup plus les passer en mode c'est pas très grave. C'est pas grave, c'est normal, ça passe. C'est ça tout le truc. Tout le truc, c'est comment tu brises cette emprise, même si petite qu'elle soit, comment tu brises l'emprise de quelqu'un sur un groupe. Parce qu'on est d'accord, c'est un groupe. Il a de l'emprise sur un groupe. Et remettre en cause ça, c'est remettre en cause aussi le groupe. T'as deux niveaux de lecture de cette affaire, c'est que t'as le niveau personnel où toutes ces femmes ont subi ces choses, ont subi ces violences, et puis t'as le niveau du groupe, comment chacun a réagi, et puis comment chacun a réagi en groupe. Parce que tu peux dire, oh putain, mais je vais aller trop loin. Mais dans le feu de l'action du groupe, tu vois pas le problème. C'est extrêmement difficile parce que tout le monde valide le point. Donc pourquoi toi d'un coup tu vas te mettre à dire, bah non, ça déconne complètement. Quand t'as 5 ou 6 personnes à côté de toi qui sont en train de dire ouais non, si, c'est logique, c'est normal, on le fait. Bah, tu vas dire ok, je le fais. Tu vas pas réfléchir à 15 fois à ce qu'on te dit. Et ça qui est extrêmement compliqué, c'est comment t'arrives à mettre de la distance, comment t'arrives à dire ah ça c'est problématique, alors que tout le monde va te dire que bah, ça passe. Et comment tu vas aller vers les personnes qui subissent ça. Enfin, alors que la personne ne te dit rien sur le moment. Et après une fois que la personne te le dit, qu'est-ce que t'en fais? Comment tu réagis? Alors, forcément, la sidération, elle sera là. C'est logique d'être sidéré quand t'apprends que quelqu'un est aussi horrible. Et c'est tout un travail. C'est juste repérer les signes, mais ça te demande une mise à distance, mais monstrueuse, de relever les moindres signes un peu interrogateurs. Ça te demande pas de suspecter, mais de remettre en question tout ce qui se passe autour de toi, de manière perpétuelle. Comment tu fais ça? C'est compliqué. Lucie, peut-être une réaction à ce qu'on entend. C'est vrai que Arnaud, il m'a énormément aidé. On aime Arnaud. C'est grâce à lui que j'ai appelé Marine Baldec de l'association AVFT. Parce que j'avais besoin, moi, de mettre des mots juridiques, des mots, les plus justes. Et cette personne, Marine Baldec, elle m'a par exemple appris le côté cumulatif en fait des remarques sexistes qui peuvent constituer une forme de harcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous croisez quelqu'un et qui vous propose quelque chose de sexuel alors qu'il n'a jamais été question de rien. Ouais, dans un cadre professionnel, purement professionnel pour ce qui vous concerne. Ouais. Donc, et
Et Arnaud, comment dire, ça prouve aussi que toutes, on travaille et on a des amis hommes. Et moi, ça m'a aussi fait percuter que j'avais pas ce problème-là avec d'autres hommes. D'ailleurs, Léna, dans ton enquête Stupid Economics, c'est pas le seul à parler. D'autres youtubeurs connus, eux aussi, qui ont été proches de Léo Grasset, livrent leurs témoignages. Ah oui, ils ont été relativement nombreux en fait à accepter de nous répondre, car ils ont souvent été témoins de certains faits, comme on l'a dit, à la fois parce qu'ils étaient proches de Léo Grasset, mais aussi de plusieurs femmes qui se sont confiées à nous, parce que on l'a dit, mais la vulgarisation sur YouTube, c'est aussi un tout petit milieu. C'est notamment le cas de Charles Villa, de Brut ou de Théo de la chaîne Balade Mentale. Certains d'entre eux ont confronté Léo Grasset, c'est ce qu'ils nous ont raconté. Il y en a un notamment qui s'appelle Romain Monté de la chaîne Linguisticae, qui notamment lui a écrit en 2020 et qui a interrogé Léo Grasset sur son comportement avec les femmes, selon des copies de messages que nous avons pu lire. Et en 2020, Léo Grasset répond « J'ai des torts, il y a un peu de slut-shaming là-dedans, effectivement, un peu de vraie merde que j'ai faite ici et là et du storytelling. » Mais à nous, rappelons-le, Léo Grasset... J'ai des torts, il y a un peu de slut-shaming là-dedans, effectivement, un peu de vraie merde que j'ai faite ici et là et du storytelling. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de 1, donc, il a des torts. Donc, il y a des trucs... Alors, je sais pas ce que Romain Monté a mis dans son message, mais... Donc, ça veut dire qu'en effet, il a fait des conneries. Il y a un peu de slut-shaming là-dedans. Qui est slut-shaming? Lui? Putain, mais ça veut rien dire. Du storytelling, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de narration et d'histoire, mais qu'il a quand même fait des vraies merdes. Qu'est-ce qui définit par vraie merde? Parce que je pense que c'est un euphémisme total, vu ce qui est rapporté. C'est un bon euphémisme. Le slut-shaming, là, je suis en mode... il est en train de me ressortir cet argument pour ce qu'il a fait, ou... Enfin, le fait d'avoir plusieurs relations en même temps, c'est ça? Ou il parle des femmes? Oh, j'ai des questions sur ce passage. Mais en tout cas, il reconnaît qu'il a fait des conneries. Qu'est-ce que a mis Romain Monté pour qu'il dise « j'ai des torts » ? C'est-à-dire qu'il reconnaît... il reconnaît qu'il a grave merdé. Mais il se dédouane un peu. Un peu de vraie merde que j'ai faite. Ici et là. D'accord. C'est minimisme. Que j'ai faite ici et là et du storytelling. Super. Mais à nous, rappelons-le, Léo Grasset n'a pas souhaité répondre. Alors, vous l'avez dit, on l'a redit beaucoup dans cette émission, l'univers professionnel / amical qui est le vôtre, c'est un tout petit monde, celui de la vulgarisation scientifique sur YouTube. Lénaïque, pour cette enquête, tu as donné la parole à Vincent Manilev, il témoigne. C'est un ancien journaliste qui connaît très bien l'univers de YouTube. Il a écrit en 2018 un livre de référence qui s'appelle « YouTube derrière les écrans, ces artistes, ces héros, ces escrocs ». Cette affaire, il en a entendu parler il y a longtemps. Je pense maintenant plusieurs années que j'ai commencé à entendre des éléments autour de ça parce que mine de rien c'est une personnalité très importante du YouTube vulgarisation comme on dit et c'est même une figure un peu tutélaire même. C'est un tout petit milieu en fait et donc les choses circulent assez vite et on a pris conscience de l'ampleur. Ça circule assez vite. En fait de tout ce qui se passait qu'au fil des mois. Il en est persuadé, Lisa a vu sa carrière ralentie par la mauvaise réputation qui lui a été faite. Exactement on n'en doute pas. Temps qu'elle a pu s'il y a une personne qui en doute, il va falloir vous remettre en question. Perdre en subissant un petit peu les conséquences de cette mauvaise réputation. Mais on peut évidemment dire qu'elle aurait pu atteindre le million d'abonnés beaucoup plus rapidement. À partir du moment où il y a quelqu'un de très important dans le milieu qui commence à créer une mauvaise réputation à une jeune femme à la fois plus jeune, moins suivie que lui, forcément ça crée un climat de méfiance dans le milieu
qui est encore une fois un tout petit milieu. Et donc les gens vont refuser de tourner des vidéos avec elle, de la rencontrer. Même dans les... Tu peux appliquer ça à tous les milieux possibles, même quand ils sont très grands. À partir du moment où tu as quelqu'un qui a une vraie influence, un vrai pouvoir, au sens pouvoir, il suffit que tu sois un petit peu en dessous, et ce pouvoir-là t'écrasera. S'il peut, s'il veut, s'il a décidé, s'il a besoin de protéger son cul, il le fera, mais sans hésiter. Sans hésiter. Et ça, il n'y a pas besoin que ce soit un petit milieu. Absolument pas. De parler avec elle en soirée, ils vont l'éviter et donc ça va créer un isolement pour elle et ça se paye dans ses possibilités d'évolution sur la plateforme. Dans ce milieu-là, ça fonctionne beaucoup par cooptation, c'est-à-dire arriver à tourner, à faire des featuring avec d'autres vidéastes pour grossir sa propre communauté, Évidemment. prendre de l'ampleur, devenir visible. Elle aurait peut-être pu avoir aussi plus de partenariats financiers. Clairement, elle aurait fait des partenariats avec d'autres vidéastes et des institutions beaucoup plus tôt et elle aurait beaucoup plus d'abonnés aujourd'hui. Il décrit le milieu des influenceurs de YouTube comme un La madame derrière se pose des questions. par le sexisme et les jeux de pouvoir. Quand on regarde le classement des youtubeurs... Oui, c'est partout, tu peux foutre ça partout. Faut pas limiter à un sujet particulier, c'est global. Dès que t'as du pouvoir, c'est la merde. Petit youtubeuses les plus suivies, il y a une immense domination des hommes. Il y a eu énormément d'entraide entre hommes au début de YouTube, donc il y a peut-être dans certaines sphères de YouTube une ambiance un peu de boys club, etc. Surtout que c'était une célébrité nouvelle et c'était des personnes qui des fois avaient un passé de timidité, de personnes un peu renfermées sur elles-mêmes et qui tout d'un coup découvraient une célébrité, une forme de pouvoir et donc ça a entraîné malheureusement une capacité de domination, d'influence qui pouvait être néfaste, on l'a vu. Une forme de revanche. Ouais, ça se tient. Une forme de revanche, ça se tient. Ça se tient. Beaucoup avec des abonnés, et notamment des abonnés et des jeunes femmes mineures. On le voit aussi au sein même du milieu des influenceurs, des youtubeurs et des youtubeuses, parce que tout simplement, il fallait être copain avec un tel. Si on... Oui, bon. S'éloigner un peu du sujet, mais ok. Oui. Voulait espérer faire un peu sa place dans le milieu. Donc ça crée des relations de pouvoir qui sont évidemment pas du tout équilibrées, qui peuvent être assez toxiques. Ah mais tout le temps. Vincent Manilev espère que ça... Pour qu'une relation de pouvoir soit équilibrée, il faut que tu sois au même niveau. Et alors ça, dès que tu as une notion de pouvoir, en général, c'est que c'est déséquilibré. C'est rare d'avoir une notion de pouvoir. J'ai jamais vu quelqu'un ayant du pouvoir. Ouais. Dès que tu as du pouvoir, c'est la merde. Enfin, ça veut pas dire que tu es quelqu'un de mal, mais bon, en général... Ça va faire évoluer les mentalités et faciliter la parole. Sur YouTube, dès qu'il y a une affaire qui sort, que ce soit avec d'ampleur très variée, souvent on passe très vite à autre chose malheureusement. Il y a eu ce qu'on a appelé le hashtag balance ton youtubeur, où un certain nombre de personnes ont témoigné. Aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est vraiment malheureusement pas grand chose en fait. Qu'on peut... Ouais, pour moi, il en reste rien. Pour moi, il en reste rien. Rien du tout. Espérer aujourd'hui, c'est que cette histoire va aider un petit peu progressivement à parler plus de ces sujets-là et à entendre plus des jeunes victimes qui sont vraiment isolées dans ce type de situation. Marine, peut-être une réaction à ce que vient de dire Vincent Manilev? Pardon, t'es un petit peu sonné. Je ne sais pas si c'est une réaction directe, mais en fait, c'est les deux gars ont pointé le côté accumulation de témoignages, nombre de victimes, etc. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on voudrait tout revenir. Il faut savoir que ces violences psychologiques, cette manipulation, c'est quelque chose qui est plutôt bien compris en psychologie ou chez les travailleuses sociales qui se penchent là-dessus, mais non, ça on le voit tous les jours. Pas tellement auprès du grand public, c'est assez... on comprend pas tellement comment on reste dans des relations comme ça, toxiques, etc. Et nous-mêmes, quand on le vit, on a une sorte de confiscation de notre capacité d'analyse, de notre libre arbitre. On adhère très souvent à l'analyse de l'autre, en fait. Mais parce qu'il a réussi à faire en sorte que son emprise fait que c'est pas lui la cause. Et de toute façon, il aura toujours l'excuse. Et il va trouver un moyen de transférer sa problématique, son mauvais comportement,
ses violences, il va les transférer sur l'autre en disant « Ouais, mais toi, t'as fait ci, t'as fait ça », il va te reprocher forcément quelque chose. Et souvent, quand t'as une relation comme ça, avec de la domination psychologique, avec une emprise psychologique, c'est que l'autre, du coup, quand il reçoit la remarque, c'est extrêmement compliqué de se dire « Il dit de la merde, c'est pas ma faute ». Il est en train de me transférer son problème. C'est juste que la personne, le narcissique, il n'accepte pas que tu le remettes en cause. Il n'accepte pas que tu lui dises « Non mais t'as merdé, tu es en tort ». C'est pas possible. Dans son ego, c'est pas possible. Il est pas dans l'optique de « c'est ma faute ». Et s'il sent qu'en effet il est en danger sur cette question-là, il va te trouver la bonne excuse, mais en plus il va te dire « Ouais mais si j'ai réagi comme ça, c'est parce que toi t'as réagi comme ça ». Il va forcément te rebasculer la propriété du problème. C'est-à-dire, c'est toi. C'est toi qui as commencé. C'est toi qui pour moi, m'a ouvert la porte d'une certaine manière, t'avais l'air énervé. Du coup, ça m'a énervé. En fait, le mec était déjà énervé de base. Mais, tu as fait un truc. Donc c'est toi qui as instigé le truc. Et il va tellement te rabâcher que c'est ta faute, que c'est toi l'origine du problème, que au bout d'un moment, ça te rentre dans le crâne. Et tu dis, bah, il a peut-être raison, c'est peut-être moi le problème. C'est peut-être pas lui. Peut-être moi, j'ai peut-être ouvert la porte trop forte. Ou j'ai peut-être levé la trop. Ou j'ai pas abordé le sujet au bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Tiens, il n'y a jamais de bon moment. Quand tu fais le reproche à un narcissique, il n'y a jamais de bon moment. Jamais. Parce que pour lui, c'est impensable que tu le remettes en cause. Impensable. Impensable. Et c'est difficile de se convaincre qu'on vit quelque chose de condamnable. Et le fait d'être ensemble face à ça, c'est vraiment ce qui nous sauve, je pense. Et d'ailleurs, le fait d'isoler une personne, ça entraîne le fait que tu es en boucle avec toi-même. Et tu vas chercher une explication. Et l'explication, toujours la plus simple, c'est que c'est ta faute. C'est toi qui es responsable. Il te le dit. Et toi, tu es en boucle avec ça. Donc, au bout d'un moment, tu l'incorpores, que tu le veuilles ou non. Ça devient limite inconscient que c'est ta faute. Tellement tu te le répètes en tête qu'il t'a dit que c'était ta faute. Et un des meilleurs moyens d'atteindre ce point-là, c'est d'isoler la personne. Plus t'es isolé, plus t'es enfermé avec cette personne, plus tu vas gober ce qu'il dit, parce que c'est répétitif. Il va pas juste te le dire une fois, il va te le dire tout le temps. Dès qu'il va avoir un sujet de tension, il va dire « c'est toi la responsable. C'est pas moi ». Et il va te twister le truc, mais de manière monumentale. Ce qu'on appelle le gaslight. Il va te mettre un écran de fumée, te trouver les bons mots, les bons termes, les bonnes explications, les bonnes excuses, et te retourner le truc en disant « mais c'est toi qui as foutu la merde ». Alors que t'es pas du tout, mais pas du tout. Mais il va te chercher absolument à te remettre sur le dos l'origine du problème, l'origine de la dispute, l'origine de pourquoi il est énervé. S'il a le moindre problème, ça va être de ta faute. Parce que t'as parlé de telle chose, ou t'as parlé à telle personne, ou il y aura toujours un truc. Ou il est fatigué et c'était pas le moment d'en parler. Bim, c'est toi le problème, encore une fois. Et si t'es isolé, t'as personne à qui en parler. T'as pas ton meilleur pote ou ta meilleure pote pour dire « Ah ouais, non mais attends, mais il m'a dit que j'avais merdé. Il m'a dit que c'était de ma faute. Il a dit que c'était moi qui l'avais énervé. » Ton pote ou ta pote, il va faire « Ah non mais attends, non, c'est lui qui a merdé. Arrête tout de suite. » Et juste d'avoir une voix extérieure qui te dit « Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, c'est pas comme ça que je le comprends en tout cas. » Il est en train de te retourner le cerveau là. Le fait que t'as plus cette voix extérieure, bah, du coup tu peux plus réfléchir, tu peux plus, t'as pas de contrepoids à ce qu'il te dit. T'en as plus. T'as plus personne autour de toi. Et si t'as des personnes, et bah ça va être de son cercle à lui. Donc des personnes qui vont le croire lui. Et lui, il va pas se gêner. Et s'il veut te démonter, il te démontrera. Il te dira il pourra dire des dégueulasseries sur toi, il en aura rien à foutre. Du coup, tu ne peux pas non plus parler à ces personnes-là. Parce que c'est son cercle à lui.
Et t'es toujours plus enclin à croire ton pote que quelqu'un qui est venu après. C'est con à dire. C'est comme ça que ça marche, mais c'est compliqué. Et c'est toujours dangereux d'être isolé. Toujours dangereux quand quelqu'un vous dit telle personne, je les aime pas, ils sont chiants, qui cherchent absolument à faire en sorte de vous retourner contre ces personnes que vous connaissez des fois depuis des années. Ça peut être vos potes, vos meilleurs potes. Puis d'un coup, ils deviennent un problème. Avant, tout allait bien, c'était génial. Au début, tout allait bien. Et puis d'un coup, ça devient petit à petit des problèmes. Petit à petit, ça devient des sujets de dispute. T'as vu telle personne, qu'est-ce que t'as fait Puis du coup, ça va être des sujets de dispute. Et bon, personne n'aime les disputes. Du coup, tu vas moins voir tes potes parce que ça évite les engueulades, les trucs comme ça. Du coup, t'es encore plus isolé, petit à petit. Puis petit à petit, tes potes, ils sont en mode, ils se foutent de ma gueule ou quoi et tu vas perdre contact, et puis voilà. Et puis tu es tout seul. Et ça, c'est toujours dangereux. Toujours. Et c'est toujours le mécanisme que tu as toujours du mal à venir, que tu ne vois jamais. Que tu vois pas. C'est plus tard où tu te dis, merde, putain, il m'a isolé. Jamais sur le moment, tu le vois. Parce que tu peux pas avoir de recul. C'est tellement des sujets intenses, violents, agressifs, où tout le monde se gueule dessus et compagnie, que tu peux pas avoir de mise à distance. Tu peux pas. C'est pas possible. Tu es dans le truc, tu es dans le moment présent. Et te dire qu'il t'isole, ça te demande d'être extérieur à cette situation, de prendre du recul, de réfléchir sur le passé, sur ce qui vient de se passer, mais aussi sur le futur d'eux. S'il fait ça tout le temps, ou si je m'éloigne de plus en plus de mes potes, je vais être isolée, donc je serai sous son emprise de plus en plus, je serai de plus en plus dépendante de lui. Et ça demande énormément d'énergie. Ça demande énormément d'énergie. Parce que on n'est pas seul. C'est pas que nous, c'est pas que dans notre tête, c'est pas possible. On est toutes comme ça. Et je pense qu'au fond, on sait bien qu'on n'est pas seul. Enfin, on le sait déjà qu'on n'est pas seul. L'enquête est sortie depuis seulement quelques heures et j'ai déjà des personnes qui m'ont contactée personnellement pour rajouter leur pierre, en fait. Donc voilà, je voulais dire que cette sororité-là, cette union-là, c'est ce qu'il y a de plus précieux et que... C'est ce qui nous a sauvés, c'est ce qui m'a sauvée personnellement. Et notre porte est ouverte. On rappelle que Léo Grasset et pas davantage ses avocats n'ont souhaité vous répondre, Lénaïque, pour cette enquête. On va revoir la réponse de ses avocats. Nous ne souhaitons pas répondre aux sollicitations de presse. Monsieur Grasset se tenant à disposition de l'autorité judiciaire dans l'hypothèse où celle-ci était saisie de ces allégations. Merci à vous trois, Manon Bril, Marine Perrin, Clotilde Chamussy. Lénaïque, on retrouve votre enquête avec Sophie Boutboul. Bon ce fut une vidéo intense, dure quand même. Checkez comment vous vous sentez par rapport à cette vidéo. Et si vous avez besoin de souffler et d'en parler, n'hésitez pas à en parler avec des gens autour de vous. Si c'est un sujet qui vous trigger aussi, prenez un temps pour vous, pour un peu digérer ce qui a été dit. C'est une vidéo intéressante qui soulève beaucoup de questions, beaucoup de débats. C'est des sujets qui sont importants à aborder. Et franchement, bravo à ces femmes pour réussir à aborder ces sujets qui sont extrêmement difficiles, extrêmement dévastateurs. Grand soutien pour elles. J'espère que libérer leurs paroles les aidera à avancer. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.